Salut à tous, salut à vous mesdames et messieurs, merci encore de nous retrouver ce matin, bienvenue avec 10-12 le Zénith et comme tous les jours de la semaine, nous tentons à travers ce talk show de vous informer mais surtout de vous permettre de mieux comprendre le Cameroun aujourd'hui et les nombreuses réalités qui gravitent autour du pays. Comment allez-vous ce matin? Certainement mal, comme beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui s'insurgent contre la politique effective aujourd'hui au Cameroun sous le renouveau. Avons-nous le droit de penser que le renouveau aurait pendant 38 ans apporté que du bien aux Camerounais? Beaucoup pensent aujourd'hui qu'il y a encore maille à sortir des griffes du renouveau qui n'apportent pratiquement rien aux Camerounais. Y aura-t-il aujourd'hui des chefs Judas à l'Ouest Cameroun? On le sait, en début de semaine dernière, les chefs de l'Ouest Cameroun à travers un conseil se sont mis ensemble pour faire entendre leur voix à travers une déclaration et ces derniers, en réalité, cette semaine ont été visités par les différents enfants élites des différentes localités pour leur demander de se dédire. Comment peut-on aujourd'hui, lorsque les chefs supérieurs choisissent de montrer le vrai visage du Cameroun sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, sur le plan politique et même social, dire aux chefs de l'État actuel du Cameroun quelles sont les récriminations et bien évidemment présenter les réalités que les fils élites de ces localités trouvent le risque quand même d'aller voir ces chefs leur demandant de se dédier et de réécrire un autre document qui ira dans le sens contraire de ce qui a été dit. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Quelle analyse peut-on en faire effectivement? Est-ce que le bras de fer, peut-on l'appeler ainsi, entre le ministre des Travaux publics, M. Nganou Ndjoumessi, et le président du JICAM, Célestin Tawamba? Peut-on comprendre pourquoi Tawamba a tensé pratiquement le ministre des Travaux publics, lui demandant où en sommes-nous aujourd'hui avec le projet concernant l'autoroute Douala-Yaoundé, alors qu'on parle d'économie effectivement au Cameroun. Pourquoi ne pas revenir à une solution et dire exactement aux Camerounais où est-ce qu'on en est véritablement, lui en tant qu'ingénieur de l'État du Cameroun aujourd'hui. Et surtout, nous vous interpellons sur la situation des 63 prisonniers politiques qui sont aujourd'hui à Nebel, à Douala, à la prison centrale, qui ont choisi, depuis le 29 novembre, d'adresser une correspondance réelle au régisseur de la prison pour lui dire exactement quels sont les problèmes qu'ils vivent là-bas aujourd'hui. Ils sont 63 qui risquent d'être tués à la prison centrale de Nebel à Douala si rien n'est fait dans les plus brefs délais, si le régisseur justement ne fait pas tout pour interpeller l'administration pénitentiaire et que des résolutions soient trouvées pour ces derniers. Mesdames, Messieurs, ça risque d'aller très mal pour eux là-bas. Attention, on en parlera certainement pendant l'émission de ce matin. La grande famille est au complet et avec elle jusqu'à 12h, nous tenterons encore de vous montrer l'essentiel, mais surtout le vrai visage du Cameroun. Charles Hamel, Bombo, Karine, Dominique, ensemble unis pour la même mission jusqu'à 12h. Vous serez servis. Charles Hamel Batchou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Monsieur Michel, les chefs ont pris le gombo. Ils ont pris le gombo? Ils ont pris le gombo. Lesquels chefs ont pris le gombo? Ils ont été interpellés par une élite. Ils ont tenu la réunion. Ils ont discuté. Il est en préparation une contre-déclaration. Est-ce que les chefs vont réussir à rédiger cette contre-déclaration? C'est là la question. Je vous parle, Monsieur Michel, en tant que fils. Et en tant que M. Michel Ngachou, quand même introduit dans ces cercles initiatiques de l'Ouest Cameroun, je vous dis, ils vont écrire ou ils n'écriront pas. C'est là où le peuple devra attendre véritablement ces garants de la tradition. Vous avez introduit, ils ont tenu une réunion dans un lieu connu, M. Michel Ngachou, ils ont été interpellés et ils n'ont pas nié. Il faut dire que les non, mais ils reconnaissent que les enfants sont venus les voir. Monsieur Michel, ils ne pouvaient quand même pas les repousser. Monsieur Michel Ngachou, ils ont été convoqués. Première erreur, on ne convoque pas un chef. On ne convoque pas un chef. Ils ont été appelés, ils sont arrivés, Monsieur Michel Ngachou, ils ont discuté. J'aimerais dire à ces chefs que je respecte beaucoup qu'il faudrait que la tradition, les royaumes précèdent la République et qu'on revienne aux fondamentaux. Là où le peuple attend, vont-ils se dédier? C'est là la question, parce que de tous les signataires, il y a certains qui ont été lésés. Et l'information sort justement de ceux qui ont été lésés, qui n'ont pas été appelés. Vous dites ce matin qu'ils ont pris le gombo, je vous donne rapidement les noms. Ils sont bien connus. D'ailleurs, on parle de lui.
qui ont pris le Non, concours. non, non. ne les connaissez pas. Non, je n'ai pas de signataires. Des J'ai pas signataires. des signataires, justement. Les 7 chefs traditionnels, en qualité de président justement du conseil des chefs traditionnels et leur département, effectivement, il faut en parler, Chalamel. Lui, Ngabmou Dundé, David Fonjo du Onkam, Jean Takoukam du Haut-Plateau, Mitterrand Mumbe de la Mifi, Jean Tegni Tetio du Bamboutos, Georges Désiré Pwokam du Nkunki et Gaston Ngemeni de la Menois. Voilà. Mais c'était pas tout ce qui était. Bah, on parle de ces signataires. J'ai dit c'est pas tout ce qui était. Donc Non. vous ne pouvez pas affirmer ça, c'est pas tout ce qui était. On a appelé certains. Très bien. On attendra justement de voir finalement est-ce que les chefferies traditionnelles seront divisées aujourd'hui comme c'est le cas avec le barreau où hier encore on a vu bien sûr une faction des avocats dire un autre son de cloche. Attention concernant la grève initiée depuis le 30 novembre dernier. Est-ce que le barreau lui aussi est divisé? Comment tentera aujourd'hui de diviser les chefs traditionnels à l'ouest Cameroun? Bonbon Bengan Kandji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Effectivement, ils seront divisés parce qu'il y en a qui ne sauront pas choisir entre le statut d'auxiliaire d'administration qui est venu hier et le statut d'autorité traditionnelle qui est un lien de sang. Donc dans ce genre de figure, on nous conseille de privilégier les liens de sang. Par exemple, ici à Douala-Premier, vous avez vu comment l'administration a été embarrassée. Il y a 3 chefs de premier degré dans un même arrondissement, Douala-Premier notamment. Parce que précisément le canton a quoi? Canton d'Edo et le canton Bel, vous ne pouvez pas désigner un seul chef pour coordonner les autres. Parce que c'est raisonnable? Oui, c'est raisonnable. Il faut absolument corrompre le chef pour affirmer une autorité aujourd'hui? En principe, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'argent vient de la République, du gouvernement, le chef dit j'ai pris, mais voici ce que je fais. Ce n'est pas la corruption. S'il se comporte comme ça. Mais s'il prend l'argent et on lui dit tu es auxiliaire d'administration, mais là, ça devient un problème. Parce qu'en fait, lui, il prête serment devant les ancêtres. Il ne prête pas serment devant quelque institution, que ce soit sur le plan de la République. Et or, le chef de l'État lui prête serment devant l'Assemblée nationale. On lui met les cordons et tout ce qu'il voulait, mais ce serment-là est trahi le lendemain de sa prestation. Parce qu'il ne respectera pas. Voilà, il ne respectera pas. Vous avez parlé des avocats tout à l'heure, peut-être on reviendra. Or, le chef traditionnel qui lui prête serment devant les ancêtres, ça veut dire qu'il a comme seule orientation les ancêtres. S'il fait autre chose, ça veut dire qu'il a trahi la maison des ancêtres. Et surtout, à ce moment-là, notre mort est souvent tragique. La mort est très souvent tragique justement à ce moment précis, madame, messieurs. On en parle encore ce matin et nous posions une question réelle. Qu'est-ce qui reste bien sûr de Aimé Ndiomo, cette Camerounaise qui en 2009 avait tenté de remettre une lettre au président de la République, Paul Biya, alors qu'il était en plein, on va dire en pleine finale de la Coupe du Cameroun au stade omnisport de Yaoundé, que la lettre a été récupérée. Et aujourd'hui, cette fille est aux abois. Elle se rend compte que sa vie a été brisée, elle ne sait plus à quel sens se vouer. Même le football professionnel l'a rejeté aujourd'hui. Comment pouvons-nous expliquer qu'une Camerounaise qui aime son sport, qui aime sa profession, veut le faire retransmettre à Paul Biya les réalités du football camerounais depuis 2009, nous sommes en 2020 aujourd'hui, elle n'est que l'ombre d'elle-même. On en parlera certainement. Bonjour Karine Santia. Bonjour Michel et bonjour aux téléspectateurs. Depuis lundi dernier, l'État a décidé de faire transférer dans les régions du Nord et celle de l'Adamawa 23 groupes électrogènes qui seront installés afin de limiter les durées de coupure d'électricité dans ces deux régions. Il ne faut pas aussi que l'État qui veut ajouter un peu d'électricité oublie d'installer aussi les kits d'hémodialyse parce que les malades de diabète meurent. Ils sont déjà plus de 25 à décéder dans la région de l'extrême nord et plus de 10 déjà dans l'Est Cameroun. Commencez aussi à y penser. L'État du Cameroun ou le gouvernement camerounais a-t-il entendu la voix des 10 millions de nordistes qui s'insurgent contre les réalités aujourd'hui ou encore de cette grève qui a été initiée et revue justement dans un encadrement la semaine dernière. D'ailleurs, la manifestation pacifique ne s'est pas faite et des revendications étaient propres et
électricité, eau, route, situation sanitaire également, mais surtout la fin de Boko Haram. Lorsqu'on revient avec l'électricité ce matin, est-ce qu'on commencera à comprendre les revendications de la fille aînée du renouveau? La question est posée. À vous les réponses. Bonjour Dominique Ontroyenglek. Bonjour Michel Gachou. Merci à vous, madame, messieurs. Vous connaissez les plateformes qui sont les vôtres. Vous avez 10-12 le Zénith sur Facebook. Vous avez également Equinox TV. Pour vous qui nous regardez en live, d'ailleurs, on se le dit tous les matins. La répétition, effectivement, c'est la mail d'enseignement. Il faut justement vous le rappeler. Ou encore le numéro qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Laissez-nous vos commentaires, vos messages, vos suggestions sur les sujets qui seront évoqués ici. Nous vous lirons tout à l'heure avec la complicité de Karine Santia l'histoire de ce jour. Je vous en prie. C'est une histoire de famille où on a 4 enfants. L'aîné, la jeune femme, est âgée de 33 ans et le dernier a sensiblement 22 et 25 ans. C'est le troisième qui nous écrit l'histoire pour le compte de sa mère qui est en train de faire certainement dans les prochains mois, les prochains jours, une crise cardiaque. Il raconte que sa sœur, il y a quelques 5 années par là, a eu un contrat au Liban où elle travaillait en tant que ménagère. Elle est venue passer des vacances au Cameroun et en repartant, elle a adhéré à une église ici. Au travers de son téléphone, elle restait en contact avec le pasteur et les membres de cette église-là. Et lorsqu'elle finit son contrat là-bas, elle revient au Cameroun en 2018. Depuis 2 ans, cette famille n'est plus la même parce que leur sœur, butée à sa famille, qui est contre le fait qu'elle boive ce qu'on lui dit à l'église là-bas tous les jours, a décidé de sortir de la maison et d'aller vivre en communauté avec sa communauté, la communauté de cette église-là qui est très répandue, beaucoup de personnes la connaissent. Et malheureusement, lorsque la mère s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus rien faire pour sa fille qui voulait amener toute la famille avec elle, elle a demandé à ses 3 autres enfants d'éviter au maximum d'avoir un certain genre de conversation avec leur sœur aînée, de peur de se retrouver entraînés. La plupart, les deux qui suivent l'aîné, ont suivi le conseil, mais malheureusement, le dernier né a été captivé par ce que sa sœur lui disait. Elle disait à son frère qu'elle a été sauvée de l'enfer par Jésus-Christ et tout ce genre de choses. Donc aujourd'hui, cette maman a perdu, entre guillemets, ses 2 enfants qui sont des adeptes de cette église-là, qui ont cessé de vivre, qui ont mis leur vie en stand-by. Et toute cette famille demande aujourd'hui comment sauver la grande sœur et le petit frère des mains de ces pasteurs-là, de ce pasteur. Une question posée ce matin, madame, monsieur, puisque vous aussi, en tant que Camerounais, en tant qu'Africain et Africaine, vous vivez ces réalités avec l'inondation, oui, des églises dites réveillées en Afrique aujourd'hui. Et on le sait au Cameroun, mais alors c'est autre chose. On va peut-être pas revenir dans certains pays comme le Nigeria à côté, où c'est monnaie courante en réalité, mais surtout les dangers, les manquements, les conséquences justement de ces églises réveillées dans les familles aujourd'hui. On va rapidement, je vous en prie, messieurs et dames, en quelques minutes justement, parce que on va aller au pas de course, tenter de comprendre quelles sont les appréciations que vous portez à l'histoire de ce matin. Moi, je commence par vous, bon Bengan Kandji. Quel regard vous y jetez, vous, sur l'histoire restituée par Dominique Audrey? 2 niveaux. Le premier, peut-être pour saluer que la fille est rentrée du Liban. Parce que là-bas, beaucoup de ses sœurs ne sont pas rentrées. Oui. Donc, au moins sur ce plan-là, peut-être que la religion l'a sauvée des mailles des terroristes là-bas, des braqueurs et tout autre. Non, elle était déjà là. Donc, non, elle était allée, elle est revenue maintenant. Non, l'autre chose, en réalité, c'est que l'Africain restera toujours, et je pense que c'est le Patrice Lumumba qui le disait, que comment le combat pour libérer l'esprit de l'Africain sera plus rude que le combat que nous avons mené contre la colonisation. Bon, beaucoup de gens n'avaient pas compris. Or, dans ce contexte-là, Lumumba parlait effectivement de ces originaires du Congo belge qui ne comprenaient pas un certain nombre de choses. Donc, ils ne comprenaient pas du tout, comprenaient pas la nécessité de se libérer des jours coloniales. Oumniobe a fait la même chose ici en 1952, quand il a raté les élections. Et il a démontré que le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits. Et il a fait un texte, le procès de l'incompréhension. Il voulait dire, est-ce que c'est moi
qui ne sait pas parler aux gens, je suis en avance sur le temps, ou bien c'est des gens qui ne me comprennent pas. Donc, il était parvenu à la même conclusion que Lumumba. Donc, l'esprit de l'Africain a été, j'allais dire, formalisé. Comme ça qu'il faut peut-être dire ça, avec le choc, le contact que nous avons eu avec l'Occident, qui, comme disait Cheikh Anta Diop, il te tue d'abord spirituellement avant de s'occuper du reste. Donc, il faut qu'on résolve le problème de la religion et de la spiritualité. Si on ne résout pas ce problème, l'Afrique est mal partie. Est mal partie. Vous voyez, ce sont ces églises-là. Hier, on a eu avec les églises que vous appelez conventionnelles aussi aujourd'hui, mais qu'on appelle des églises révélées. Donc, les protestants et catholiques. Maintenant, c'est les églises réveillées. Vous voyez comment les terminologies changent. Le processus d'avancement. L'une comme l'autre, c'est la même manière. Ils invoquent les mêmes choses. Ils nous amènent dans les mêmes abîmes. Les mêmes abîmes. Ici, c'est déjà consommé. Le divorce entre ses enfants et leur maman, et le reste de la famille d'ailleurs. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que je ne sais pas qui va délivrer qui. Qui va délivrer qui à ce moment, puisque la fille qui a entraîné ses cadets là-bas, maman qui reste là-bas avec le reste de la famille, ils seront là divisés, ainsi de suite. Moi, j'ai eu une histoire pareille où j'ai mes frères et moi, on s'est séparés pendant 40 ans, on ne se parlait pas. Est-ce qu'ils ont adhéré à une église? Moi, je cite le nom, témoin Jéhovah. Il a fallu la mort. Maintenant, on va dans l'enterrer où? Donc, vous voyez, c'est difficile pour les gens qui vous disent que la Bible... Ils sont écartés. Oui, parce mais que c'était témoin de Jéhovah, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour mon cas, je ne sais pas d'où est quelle église sort de l'histoire du jour, mais je vous dis, ça a divisé les familles au point où, au village, vous avez des gens, parce qu'ils ont adhéré à l'église catholique, ils vont faire, et l'église catholique n'a pas des institutions là dans le village, ils vont faire 20 km pour aller à l'école, parce qu'ils ne veulent pas s'inscrire à l'école des protestants, et vice-versa. Vous voyez comment les gens qui vous disent, apparemment Jésus aurait dit, une semaine avant sa mort, soyez un, comme le Père et moi nous sommes un. Mais quand eux, ils viennent prêcher, c'est qu'on ne peut pas, même dans les mariages, peut-être vous n'avez pas vécu ça. Quand vous êtes évangélisé protestant, pour épouser une fille qui est catholique romaine, or les deux églises se sont acceptées ici, c'était tout un problème. Les familles se combattaient. Même si aujourd'hui il y a des changements quand même. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est malheureux pour cette famille-là. Les deux parties, moi je les conseille deux choses. La première, c'est que en fait Dieu n'est pas là-bas. Peut-être faudrait qu'on commence à vous le dire clairement. Dieu n'est pas dans cette église révélée ou réveillée. Dieu n'est pas là-bas. Ils parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Dieu est dans vos traditions. Parce que Dieu a parlé à chacun suivant sa tradition. C'est pour ça qu'il y a une diversité dans le monde. Quelqu'un ne peut pas venir ailleurs et vous dire que c'est lui qui détient la vérité universelle. Ce n'est pas vrai. S'il y a une universalité dans les relations avec Dieu, c'est l'Africain qui l'a. Maintenant, quelles sont les pratiques rituelles religieuses de l'Africain? Ça se décline par ce que vous pouvez appeler par des communautés. Nous savons que les Bantous ont ceci, les Semé-Bantous ont ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment ça se décline. C'est une pilule qui sera certainement difficile à avaler pour beaucoup, parce que lorsqu'on est ancré, lorsqu'on croit, on vous dira « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Voilà. C'est justement le propos de Jésus. « Heureux vous qui croyez sans avoir vu ». Bon, heureux ceux qui ont le cœur doux, vous verrez Dieu mon Père, etc. Donc il faut y croire, il faut y croire sans avoir vu. Et vous dites, mais il termine en disant les voies du Seigneur sont insondables. Effectivement. Voilà les voies du Seigneur amènent aussi à la ruine. Merci beaucoup. Karine Santia, votre point de vue ce matin sur l'histoire. Ce genre de croyance, je ne sais pas trop, c'est une sorte d'aliénation de la foi. C'est le style
croyances qui poussent des personnes à faire des choses qui n'ont rien à voir avec les relations humaines en elles-mêmes. Vous ne pouvez pas être dans une famille et diviser la famille juste parce que vous êtes croyant. Il n'y a pas moyen. C'est pas comme ça que ça se passe. De toutes les façons, je ne pense pas que dans la Bible, il est écrit qu'en partant de votre famille pour vous séparer de votre maman qui ne croit pas ou qui est une pécheresse, prenez votre frère et partez avec. C'est pas ce qui est écrit. Parce que vous connaîtrez la vérité vous en franchira. Ne forcez pas les gens à croire en votre vérité telle que vous la racontez. C'est de ça qu'il est question. Mais ça, c'est pour les esprits médiocres ce que cette sœur a fait. Les esprits médiocres pensent toujours que c'est l'autre qui est à l'origine de leur malheur. Et pour se réfugier dans leur paresse, ils embrassent la Bible. J'explique bien. Les esprits médiocres pensent toujours que c'est l'autre qui est à l'origine de leur malheur. Et pour se réfugier dans leur paresse, ils embrassent la Bible. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec cette sœur qui, parce qu'elle croit que son échec au Liban, son échec au pays, c'est l'origine de quelqu'un au sein de sa famille, elle doit diviser la famille. Et pourquoi elle n'y va pas seule? Elle réussit à prendre son petit frère. C'est pour les personnes de peu de foi. C'est des personnes qui ne croient pas, en fait. C'est des personnes qui pensent que c'est la maison qui est bien bâtie, dans laquelle on dit que c'est la maison de prière qui va vous libérer. Il n'y a pas un temple dans lequel on va et on a les Qu'est-ce qui libère? Ce qui libère, c'est la foi. C'est la foi. Ce que vous croyez, ce en quoi vous croyez. Et non la religion. Ce n'est pas la religion. La religion ne libère personne. La religion divise. C'est pour ça qu'il y a catholiques, protestants, ainsi de suite. La religion, ça divise. Par contre, la foi, ça unit. La foi, ça consolide. La foi, ça resserre les liens. La foi, ça prie pour les autres. Ça pardonne, ça endure. Mais la religion, telle qu'elle est placée là par rapport à cette jeune femme, ça divise. Il n'est pas question pour un être humain de se séparer de sa famille juste parce que la famille ne croit pas. Au contraire. Marie-Madeleine que Jésus a bénie, elle ne croyait pas. C'était une prostituée. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez forcer les gens maintenant à croire ce que vous voulez? Donc, même dans la religion, aujourd'hui, il faut faire la dictature. Si vous ne croyez pas, je ne vous parle pas. Non, si vous ne venez pas dans mon église, je ne vous parle pas. Voilà, on ne s'entendrait pas. Non, mais c'est du n'importe quoi. Et c'est ça l'origine même de l'échec des pays africains aujourd'hui. Parce qu'on pense que si tout le monde pense de la même manière, on va s'en sortir. Ce n'est pas comme ça. Karine, ce n'est pas comme ça. Vous ne le dites pas assez bien, hein, parce que ce qui se passe dans cette famille, ce qui se passe, c'est que comme elle est l'aînée, cette femme, elle se dit que sa voix porte. Sauf que sa voix porte pour diviser. Derrière elle, il y a combien de personnes? 3 personnes. Derrière elle, il y a 3 personnes. Elle est censée être l'exemple. Le genre d'exemple que même quand elle part, ça ne marche pas. Elle revient ici, vous la trouvez au marché. Vous la trouvez dans les comptoirs. Vous la trouvez dans les endroits où elle doit se battre pour chercher. Parce qu'elle ne cherche pas pour elle seule. Qu'est-ce qu'elle fait donc? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Quelle solution vous préconisez ce matin? Pour la sœur qui se plaint, oui. Moi, ce que je vais lui conseiller, c'est de prier. De prier et de... Bon, elle peut prier même les ancêtres. Je n'ai pas demandé qu'elle aille à l'église. J'ai dit de prier parce que la vérité, c'est qu'ils sont sous le joug d'une croyance qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. D'une aliénation. D'une aliénation. Ouais. Et ça risque de prendre tout le monde. Parce que quand on va voir que c'est passé dans ces églises, je vais vous expliquer, il y a un réseautage. Oui, je vais prendre quelques secondes. Il y a un réseautage qui se fait. Dans ces églises-là, ils réussissent à trouver du travail pour leurs amis dans la foi et dans l'église. Le réseautage. Et ça fait que quand on va lui trouver un petit job, elle va croire que c'est là-bas qu'elle s'est libérée parce qu'elle a eu un petit job derrière l'église. Et ça va faire que les autres, ses frères, vont voir que non, elle réussit quand même. Il faut qu'on continue dans son église, elle pourra nous trouver le chemin. Merci beaucoup. Charles Amel Mathieu, nous entendons ce matin, nous vous écoutons, votre proposition. Qu'est-ce que vous dites à cette dame qui se plaint ce matin? Qu'elle est vidée de sa substance, qu'elle est vidée de son être. Elle est une feuille qui plane au gré du vent. Monsieur Michel Ngatiou, je vous ai dit que quand un enfant naît chez les Bantous, il y a un ensemble de rituels qui entourent la vitalité de cet enfant. Et il y a le signe que le père fait sur l'enfant en lui disant « Va et conquiert le monde ». Vous avez des enfants qui vont vous dire que c'est ma chose. Et il prend sa chose. Ça, c'est Bantou. C'est Bantou. Je vous dis que ça, c'est moi. Vous ne pouvez pas discuter une femme avec moi. Vous ne pouvez pas discuter un ensemble. Je vous dis que c'est pour moi. Je prends.
Mais le religieux, le chrétien va dire, je veux le chapeau de M. Ngadjou. Mais Seigneur, donne-moi ce chapeau. Seigneur, sois devant moi. Fais tout pour que j'ai ce chapeau. Voilà la différence entre le chrétien et le bantou. Le bantou lui dit, c'est pour moi et je vais prendre ce chapeau. C'est pas voler. Il se bat. Il affronte pour récupérer son chapeau. Il est dans une croyance. Il est dans une croyance que en lui, il y a toutes les potentialités d'obtenir sa chose, M. Michel Ngadjou. Ouais. Alors que le chrétien, lui, il dit, Seigneur, tu es au ciel, descends et fais en sorte que ce chapeau soit à moi. Si tu as nourri les oiseaux du ciel, combien de fois moi? Regardez la transposition qui est entre la réalité du chrétien et la réalité du bantou. Le bantou n'attend pas, il n'intercède pas. Il n'y a pas d'intercession, c'est le premier point. Vous entendez des gens dire, j'ai donné ma vie à Dieu. Jésus a quoi à foutre avec votre vie? C'est vous qui recevez de Jésus. C'est vous qui recevez de Jésus. C'est comme si une femme pauvre épouse un riche. Elle dit, j'ai donné ma pauvreté au riche. Le riche a quoi à foutre dans votre pauvreté? Ça, c'est encore une autre interprétation pour vous dire, aujourd'hui, on a tellement intellectualisé la Bible que beaucoup de gens se perdent énormément dans les fondements de la Bible. Si on enlève la sorcellerie, le chômage, la malchance, la pauvreté, le célibat, les déceptions, les gars là vont encore prêcher sur quoi, M. Michel Ngadjou? Si on vit de ça, même le mariage, si on enlève tout ça, ils vont prêcher sur quoi? Sur rien, parce que c'est là qu'ils ont fondé. La foi, M. Michel Ngadjou. Ils ont compris que les Africains sont pour beaucoup dans la précarité, dans la faiblesse. Non, mais ce sont des Africains. On les a sortis justement de la spiritualité, et maintenant on vous rapporte ce qu'on appelle l'évangile aujourd'hui, et on vous vend, on va dire, un concept religieux qui vous laisse croire qu'en réalité, il y a un vous devez vivre. chapitre dans la Bible qu'on fait bûcher à tout nouveau chrétien. C'est Marc chapitre 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, verset 17. Vous serez persécutés. Oui. Maman se dressera contre sa fille. La fille se dressera contre sa mère. Le père. Et on vous dit pas comment vous allez vous On vous accepter. fait bûcher, vous bûchez, On vous vous étudiez. On vous prépare à ce que lorsque tu rentres à la maison, ta mère te dit que C'est l'affaire ça. de vie n'est pas bien dit. La parole l'a dit. Marc chapitre 16, verset 17. Dieu avait vu ça de loin. Maman, tu peux dire, elle me dit, Dieu avait déjà prévu que toi et moi, on n'allait pas s'entendre. Incroyable. Vous voyez, on prend des versets, on fait bûcher aux gens. Ils bûchent, ils étudient en sachant que l'autre qui vient derrière moi est un danger. Or, la même Bible précise que c'est par le comportement du chrétien qu'on attire. C'est le comportement, la façon de vivre du chrétien, sa façon d'être humble, sa façon d'être sociable qui attire les autres. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Allez interroger la façon avec laquelle ces pasteurs sont interpellés. Pour moi, je dis, si je n'étais que président, pour 24 heures seulement, Monsieur Michel Ngadjou, j'allais les rassembler dans un stade. Seulement pour ça, vous ne le saurez. J'allais les rassembler Seulement dans un pour stade ça, et vous aurez eu des seulement pour ça, vous ne le serez pas, Charles Amen Bachou. Parce que là, on ne vous le souhaite pas forcément parce que vous viendrez mettre à mal les affaires des Camerounais afin qui ont trouvé Ça richesse fait mal. dans la Vous savez manipulation de combien de foyers conscience. sont, les familles sont divisées On est à cause d'accord. de ça, monsieur Michel Combien Ngadjou? de mariages se sont gâtés Non, aujourd'hui? je ne parle pas de mariage, je parle de Des familles. familles, Je parle de disloquées. familles Effectivement. disloquées. Je ne Très parle bien. pas de mariage, c'est des familles disloquées. Prenons le point de vue de Dominique Audrey justement sur la question ce matin. Qu'est-ce que vous dites justement à celle qui se plaint, Dominique? Avant de m'adresser à ce jeune homme, il faudrait qu'on sache Ah, qu'aujourd'hui... c'est un il y jeune a- homme qui se plaint? Oui, c'est le frère, parce que c'est la seule fille de la famille, le reste ce sont les garçons. D'accord. Il faudrait savoir qu'aujourd'hui, il y a un nouveau procédé pour attirer les gens. Ça passe par ce qu'on appelle le développement personnel. On vous prend, on vous dit vraiment, pour être fort, pour être machin, Faut avoir pour être confiance ceci. en soi. Et ensuite, ça finit par des prières. Et après, boum, vous vous retrouvez dans l'église, malheureusement. Si la sœur de ce jeune homme nous écoute, moi, je l'invite à lire Matthieu 25 avec la parabole des 10 vierges qui attendaient le mari. Ça n'a rien à voir avec des femmes qui attendent le mariage, mais c'est simplement la fin des temps. Comment est-ce que ça se prépare? Que représente la lampe?
ça représente la venue du Seigneur. Comment ça va se faire? Le mari représente les personnes qui sont censées vous porter le message divin. Comment est-ce que vous devez reconnaître qui est le bon époux pour vous? Donc aujourd'hui, il y a une sorte d'amalgame parce que malheureusement, les gens ont une telle culture de la facilité. On leur a fait croire que Dieu vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur pour avoir du pain dans votre plat. Et on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que si Dieu était ce qu'on vous vend dans les églises là, la parabole de Jésus au désert aurait eu une application, puisque le diable à ce moment-là, lorsqu'il faisait les 40 jours, on lui a dit, jette-toi de la falaise, on enverra des anges. Il a dit, moi je ne mettrai pas Dieu à l'épreuve. Donc c'est pour dire que si vous abandonnez votre vie à faire des neuvaines, des prières et tout, sans agir de votre propre chef à votre niveau, vous n'aurez pas de solution. Maintenant, pour votre mère qui frôle la crise cardiaque, peut-être la force, si ça peut marcher, vous allez la retirer là-bas, vous tapez un scandale dans cette église-là, on va interroger même la légalité de cette église-là également. Vous pourrez sauver d'autres familles, mais pour votre jeune frère qui a à peine 25 ans, qui n'a même pas encore commencé à vivre, c'est un problème. On ne peut pas le laisser dans cette église-là. Dans votre famille, bien que votre soeur ait tourné le dos à quasiment tout le monde, allez en un bloc et retirez-les de là-bas, même de force. Faites-le. Dans l'espoir que ça marche en même temps. Madame, monsieur, c'est une réalité. Non, on a très peu de temps, Chala, mais je vous en prie. Simplement, ce qu'il faut dire aux Camerounais qui nous regardent ce matin, c'est qu'en chacun de vous, il y a une lumière. La lumière, c'est ce que vous pensez. Lorsque vous avez pensé, c'est dans la tête. Ce que je veux, c'est quoi? Comme je sais exactement ce que je veux, je vais m'y mettre. C'est difficile, je vais atteindre mes objectifs. Quelles que soient les difficultés, je dois atteindre. Donc, et c'est ça justement la vérité que vous connaîtrez aujourd'hui. La Bible vous le dit très bien. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et une fois affranchi, ça vous met parfois en colère, n'est-ce pas? On en parle. Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect de la mesure d'interdiction de la commercialisation du whisky frélaté dans ce pays. Par whisky frélaté, on entend beaucoup de choses. On va parler de l'odontol, de l'arki, du chat, le ha, les whisky en sachet, dont les effets sont identiques: ivresse, dépendance, alcoolisme et entre guillemets mort. L'actualité de la semaine dernière faisant état de ce concours de consommation qui aura laissé plusieurs personnes sur le carreau nous en dit long. Le gouvernement camerounais, selon un arrêté conjoint du ministre de la Santé publique, du Commerce et celui de l'Industrie, avait signé en septembre 2014 un communiqué, un arrêté conjoint décidant d'interdire le commerce du whisky en sachet et en bidon pour raison de santé publique. Ils sont allés plus loin en demandant l'interdiction formelle des tapalodromes. Décision qui, faut-il le dire, s'adossait sur une enquête de l'Agence des normes et de la qualité ayant prouvé que ces whiskies contenaient un fort taux de méthanol au lieu de l'éthanol, très nocif à l'organisme, notamment au système nerveux. Les produits locaux avaient 24 mois pour se conformer à cette réglementation et épuiser leur stock. Comment comprendre que 6 ans après l'interdiction du gouvernement camerounais, cette activité connue continue son bonhomme de chemin sans que cela ne gêne personne? Comment comprendre ces manœuvres dilatoires et l'absence de volonté de ces 3 membres du gouvernement, le ministre du Commerce, de la Santé publique et celui de l'Industrie, au vu des dégâts, des graves dégâts causés par ces différentes boissons? Vous ne pouvez faire un tour de Mobile Bonakwamo en Dokoti sans apercevoir ces petits huttes, sans apercevoir des rideaux blancs avec une bouteille accrochée à l'extérieur vous indiquant ce qui s'y passe. Devrait-on comprendre que c'est une affaire de gros sous
qui a poussé ces 3 ministères à baisser la garde, à ne plus s'y intéresser? Point d'interrogation. L'attitude de ces hauts commis de l'État s'apparente à une sorte et une forme de corruption passive, tous emportant le pouvoir coercitif pour faire cesser la production et la vente de ces différents whisky frélatés, mais s'abstiennent de le faire. Le 16 août 2017, fait étrange, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation fait un rappel à l'ordre aux gouverneurs des 10 régions du pays. Dans cette correspondance, signée par son secrétaire général, le ministre de l'administration territoriale en 2017 exige la mise en œuvre des mesures prises en 2014. Seulement, silence radio. Le pouvoir de l'argent, entre guillemets dit-on, aura le dessus sur les stylos des autorités administratives, comme quoi l'argent tord le fer dans ce pays. La note, l'arrêté, la décision descendue ou rendue dans les différentes régions ne fera même pas 24 heures, histoire de chauffer et après c'est terminé. Dans les quartiers et sous-quartiers, comme on les appelle, il suffit de 100 francs, il suffit de 150, il suffit de 200 francs pour se procurer un godet. Certains font même un petit déjeuner au point où l'on se demande si ce produit est vraiment interdit de vente et de consommation sur le sol camerounais. N'éprouvant aucune honte ou des candidatons, l'on rencontre aujourd'hui des écoliers, des collégiens, des étudiants, des bensikineurs qui vident à grande gorgée ces sachets et ces godets aux appellations diverses. Les plus galvanisés ont fait de ces breuvages une posture de prestige. D'ailleurs, les points de vente jonchant les établissements scolaires et universitaires ne désemplissent pas. Certains élèves vont jusqu'à les remplir dans les sachets d'eau que l'on commercialise à 50 francs parce que le liquide est transparent comme de l'eau. Ils donnent l'impression qu'ils consomment de l'eau. Ils se pavanent dans les cours de récréation. Comment donc comprendre que véritablement les différents ministères ne prennent pas les mesures qui s'imposent pour pallier à ce phénomène? Les plus galvanisés ont fait de ces breuvages une posture prestige. D'ailleurs, les points de vente jonchant les établissements scolaires et universitaires ne désemplissent pas. Pendant que le professeur dispense le cours, les plus ennuyés ou dépossédés se retirent et font un tour chez le boutiquier ou le vendeur de cigarettes d'à côté pour se ravitailler à cœur joie. Ces nouveaux disciples de Bacchus vont même jusqu'à organiser des compétitions de la consommation de ces whisky frélatés. 99 jeunes sur 100 sont de gros consommateurs de ces différentes formes de whisky frélaté. Rappelons-nous qu'au cours de la séance plénière à l'Assemblée nationale consacrée à l'étude du dossier autorisant le président de la République à ratifier le protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac, les députés ont interpellé, en étant 2019, Luc Magloire Tanganambarga de s'expliquer sur les raisons qui empêchent le respect et l'observation de la décision que lui-même avait signée en 2014. Grande a été leur surprise et davantage celle de l'honorable Ninche, qui n'avait pas compris le silence méphistophélique du ministre du Commerce sur ce sujet, qui a préféré, comme on dit au quartier, guébéiller. Rappelons-nous que ces derniers jours encore, l'actualité au sujet de cette denrée a fait couler beaucoup d'encre. Comment comprendre que la sonnette d'alarme tirée par l'Organisation mondiale de la santé sur le désastre sanitaire lié à ces produits n'a pas encore produit ses effets? Voudrait-on voir tous les Camerounais morts pour le comprendre? On n'a pas encore oublié la catastrophe survenue au mois de novembre 2016 dans l'arrondissement de Mindouroudia, dans le département du Oignon, dans la région de l'Ouest, où pas moins de 20 personnes avaient rendu l'âme après avoir consommé le tol au village Kouak. Tous ces consommateurs dans un silence et dans des douleurs atroces. Monsieur le ministre des Mines, Monsieur le ministre du Commerce et Monsieur le ministre de la Santé, surtout vous, Monsieur le ministre de la Santé, le peuple se meurt. Attends les chiffres aujourd'hui, bien évidemment, des Camerounais qui décèdent à la suite de la consommation du whisky frélaté. Oui, les chiffres sont connus au Cameroun. Et selon les derniers rapports, dit-on, même les Sidéens aujourd'hui, sans stigmatisation aucune, sembleraient justement en souffrir. Ils sont moins, justement, sont un chiffre plus réduit, justement, de ceux qui décèdent tous les jours et tous les ans au Cameroun
à la suite de la consommation du whisky frelaté? Sommes-nous conscients des dangers que l'on court au quotidien? Charles Amel, tu l'as précisé dans la colère de ce matin, mais on va peut-être aller plus loin pour vous dire que lorsqu'on parle du whisky frelaté, mesdames et messieurs, pour nous qui sommes quand même très proches de nos villages de temps en temps, lorsque vous arrivez au village le week-end, ce qu'on veut voir, c'est le sachet de whisky que vous avez en main. Lorsqu'il y a une manifestation, que ce soit un funérail ou encore un mariage ou quelque événement que ce soit, on ne saurait vivre sans whisky frelaté aujourd'hui, ce qu'on appelle vulgairement whisky en sachet. Il faut préciser que la contrebande fait en sorte que certaines personnes prennent le Domtol, qu'ils en sachent. Effectivement, et qu'ils mettent à la disposition du public. Et qui mettent à la disposition du public. Voilà pourquoi on a soulevé la question du whisky frelaté, et cela vient du Nigeria et des abords. Au-delà du Nigeria, justement, Charles Amel, pour des petits voyages que nous faisons quand même de temps en temps, que ce soit à l'Est Cameroun aujourd'hui, parce que la situation semble être plus grave quand même à l'Est Cameroun. Quand vous allez également au sud Cameroun, très loin du côté d'Ambam là-bas, même à Ebolova, c'est plus grave de ce côté. Lorsque vous revenez effectivement à quelques encabus ici dans le centre du Cameroun, notamment dans le centre à Yaoundé, c'est extrêmement grave. Vous vous rendez compte qu'il y a des Camerounais qui se sont carrément et totalement abandonnés à la consommation du whisky frelaté. Alors, vous avez posé une question ce matin. Que font les ministères du commerce, les ministères de la santé, les ministères de l'industrie? L'industrie de quoi? Des mines. Des mines. L'actuel ministre, c'est Dodon Boké. Voilà. On va même aller plus loin. Même le ministre même de l'Environnement. Il faut se poser tant de questions autour de tout ça. C'est un peu comme, vous l'avez appelé comment à un moment donné, les plastiques non biodégradables. Voilà. Donc, il y a eu des mesures que l'État a prises sur lui, de dire on va les respecter, mais on ne les respecte pas. Qu'est-ce qui fait que l'État prenne des mesures, Karine Sontia? Qu'est-ce qui fait que l'État veut prendre en charge les responsabilités de la santé des Camerounais? Et vous ferez des campagnes pompeuses, mais à la fin, qu'il n'en soit rien. Ce que je crois, c'est que lorsque l'État s'intéresse à un domaine, c'est parce que ça l'a échappé. Les ristournes l'ont échappé. Moi, c'est ce que je crois. Parce qu'il est inadmissible que dans un pays comme le nôtre, en 2014, 3 ministres prennent sur eux une mesure pour limiter la fabrication, la commercialisation et la consommation des whisky frelatés au Cameroun, et que la mesure devait être appliquée pendant 1 an. Donc en septembre 2015, il ne devait plus avoir de whisky en sachet dans les marchés camerounais parce qu'on laissait le temps aux producteurs de vider les stocks et de suspendre les productions. Sauf que depuis lors jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2020, la mesure n'a pas pris effet. La NOR était descendue sur le terrain pour saccager les comptoirs, pour fermer certains magasins qui en avaient. Mais jusque-là, aujourd'hui, on voit bien qu'après avoir fait tout ce tam-tam, ce gros bruit pour rien, les gens continuent à en consommer. Avant qu'on ne débarrasse les jeunes, après le décès du jeune Bléry autour du lycée de Deido là-bas, il y avait un espace où les élèves venaient s'abreuver. Parce que c'était dans un pouce-pouce. C'était dans un pouce-pouce. Et là-bas, on servait dans les petits copes. C'était dans un pouce. On servait dans les petits copes. Le whisky frelaté. Et ça a des noms. Il y a même des noms qui font les marques. Les élèves en donnent des noms. Certains ont le nom des animaux, certains ont le nom des titres de chansons. Ils sont pleins. Et ce n'est pas une affaire. Oui. J'ai vu ce matin, c'est au chapeur. Au chapeur. Je n'ai pas compris. Non, ça c'est autre chose. Il y a des choses quand même qu'il faut relever par rapport à cela. Parce que ceux qui consomment ne sont pas que les jeunes. Il y a des moins âgés, des plus âgés, des personnes même de notre génération qui en consomment. Et les meilleurs consommateurs sont ceux qui sont assis sur les motos et qui nous transportent le long des journées. Comment on fait pour reconnaître que le gars est clean quand il nous porte? Sérieusement, parce que ça se vend à toutes les rues. Ça ne coûte que 100 francs. S'il ne s'achète pas, il ne s'assoit pas dans des espaces qui sont entre guillemets des cafés traditionnels pour en consommer, il va acheter le sachet au kiosque le plus proche et prendre rapidement pour te transporter. Le gars, il est là en route, il a les yeux rouges, pourtant il vient de se shooter facilement. J'en ai même vu qui prennent le sachet, se dirigent justement à la cafétéria, demandent qu'on leur donne une tasse de Nescafé et vont verser dans la tasse de Nescafé avant de consommer.
Je sais pas si on est dans le même monde là. C'est comme ça que ça se passe. Parfois, ils ajoutent à cela avec un Nescafé, du vin blanc de chez nous, quoi. Ils ajoutent ça pour prendre parce que, oui, parfois ils veulent que ce soit plus fort. Ils exigent, il y a niveau par niveau. Il y a le simple, il y a le fort. Monsieur Majou, vous avez mené l'enquête. Parce que, non, quand vous passez devant ces gens-là, il faut écouter leur langage. Il y a le simple, il y a le fort. C'est pour ça que même ceux en sachet ont des noms. Quand le nom, ça c'est le nom d'un animal, il faut comprendre que c'est fort. Maintenant, quand c'est le titre de la chanson que je suis en train de vous dire là, Monsieur Ngachou, vous pouvez devenir fou. Et il y a que, lorsque vous vous approchez même de toutes ces personnes qui se sont battues pour qu'on enlève la conversation de ce whisky, de ces produits-là sur le marché, vous vous rendez bien compte que les bras sont très longs. Ce n'est pas au niveau où on est en train de parler. Si il y a comme une volonté manifeste de détruire une bonne partie de la population parce qu'on utilise cette boisson pendant les campagnes présidentielles, les campagnes électorales dans certaines régions du Cameroun pour convaincre les gens à voter. Effectivement. On utilise ça. C'est quand même un chiffre en termes de bénéfices de 38 milliards, non, monsieur Michel Ngachou. À qui? À l'État du Cameroun? Pourquoi l'État du Cameroun laisse prospérer l'industrie du faux? Qu'est-ce que l'État va donc faire là maintenant? Parce que qu'est-ce que ça donne encore quand il s'agit des produits alimentaires, monsieur? Non, mais ce qui est incroyable, Karine, c'est que si c'était les vêtements, c'était les vêtements, quelqu'un en achetant peut connaître et peut faire le choix du vêtement, du mauvais vêtement qu'il achète. Sauf que quand c'est la consommation, c'est en fonction maintenant du moyen. Vous parlez justement avec beaucoup de colère, effectivement. Mais maintenant, puisque nous regardons l'État du Cameroun. Nous regardons les Camerounais qui nous parlent ce matin, à qui nous parlons et à qui nous restituons ces réalités. Qu'est-ce qu'on fait donc pour stopper? Qu'est-ce qu'on fait pour préserver les vies des gens? Qu'est-ce qu'on fait pour amener les Camerounais à ne plus consommer justement le whisky frelaté aujourd'hui? Vous parlez de l'odontol, du harki, du ha, ainsi de suite. Charles Amel a très bien dit. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Malgré les récriminations, les appels, est-ce que le Camerounais lui-même est conscient que lorsqu'il consomme ça, il se tue lui-même consciemment? Il vous dit que c'est moins cher. Quand il achète ça, il peut acheter au moins 6 avec le prix de la bière actuellement. Donc il est à l'aise. Avec ça, il se shoot même plus qu'une bouteille de bière. Il est tranquille, il n'a pas de problème. Mais nous, les gens trouvent ça normal que vous arrivez dans une localité comme ça, tout le monde parle comme s'il avait un problème dans le cerveau. C'est de nature vraiment à nous énerver énormément. Parce qu'il y a ce vidéogramme qui tourne sur les réseaux sociaux où vous rencontrez un frère camerounais originaire justement de l'Est à qui on nous demande qu'est-ce que tu as pris? Non, j'ai pris le banga. Le banga avec quoi? Le banga avec le harki. Le harki avec quoi? Avec le whisky en sachet. Vous imaginez? Il faut les voir, ils ne tiennent pas debout normalement comme les êtres humains. Quand ils sont debout, ils balancent. Quand ils arrêtent, et à l'autre. De toutes les façons, c'est Dominique Audrey qui va la colère vous a envoyé carrément. Dominique Audrey, justement. Les conséquences sont graves aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que le Camerounais comprenne réellement qu'il faut stopper la consommation des produits frelatés, whisky en sachet aujourd'hui? Je ne pense pas qu'ils puissent comprendre. Je ne pense pas qu'ils puissent comprendre parce que si vous allez dans les zones reculées, à Bafia par exemple, où le 9 novembre, il y a eu un concours je ne sais pas si il doit dire de boivement, du plus gros buveur. Du plus gros buveur. Voilà, il y a ça Goro, il y a ça Talba. C'est une tradition. C'est des élites qui organisent ça, c'est les championnats. Oui. Le plus gros buveur. Oui, c'est une élite. Celui qui tient, il met 50 000 ou 100 000, il dit bon, celui qui fait boire. Bon, sauf que là-bas, c'était une élite junior qui avait mis, je crois, 10 000 ou 20 000. Oui, et on a eu 2 morts. Le troisième dit qu'il a pris le Kassimanga, il a fait une infusion là, c'est ça qui l'a sauvé. Donc si on regarde la situation de ces gens-là, vous comprendrez que dans les zones reculées du pays, les gens consomment ça excessivement. Ça coûte 100 francs. Généralement, si vous allez à Dizangue là-bas, les personnes qui travaillent dans l'usine, dans le secteur, on consomme le matin avec la cigarette parce que ça réchauffe le matin. Si on doit sortir à 4 heures... Ça réchauffe quoi? Le corps. Comment? Buvez, vous comprendrez. Ah ben non, arrêtez, franchement. Mais comment vous voulez qu'on vous explique? Je pense qu'il y a des expériences qu'il est bon. Des expériences bonnes à faire. Au moins une fois dans sa vie. Vous en avez fait pour comprendre ce que les gens en face sont en train de faire et essayent de ressentir. Lorsque vous avez goûté à ça et que vous avez goûté du vin de bonne qualité, vous comprenez que les personnes qui continuent d'en boire sont à côté de la plaque.
Malheureusement, c'est ça. Dans les zones reculées de notre pays, les gens n'ont pas de moyens pour ne pas prendre ça. Si vous donnez la bière à quelqu'un, il va te dire que moi, je ne veux pas la bière. Est-ce qu'ils sont conscients justement des dangers, les dangers du point de vue sanitaire, le cœur, le poumon, etc. Est-ce qu'ils comprennent le foie? Ils ne savent pas que ces substances, on mélange du méthanol, de l'essence, de l'alcool et tout ça. Ils ne savent pas. Ils savent juste que ça saoule. Et tellement on a des problèmes qu'on veut les noyer. Ils ne savent pas qu'à la longue, ils commencent à avoir des trous de mémoire. Ils commencent à avoir la tremblote. Ils tombent même dans le coma. Et pour ceux qui s'en sortent, ils s'en sortent diminués comme des légumes après. Et la plupart du temps, ce sont les familles à côté qui supportent. Moi, j'ai un problème avec ces différents ministères-là qui, aujourd'hui, visiblement, ont décidé de ne rien faire. Pourquoi? Parce que on connaît la plupart des entreprises. Karine a donné le tableau. On connaît les entreprises qui commercialisent ces choses-là. Pourquoi ne pas aller les chercher là où ils sont? Là où elles sont, ces entreprises. À côté de ça, aujourd'hui, même lorsque vous regardez ces sachets, la composition du produit n'est même pas marquée. Le degré d'alcool n'est même pas marqué. Je crois qu'à ce niveau, on interpelle le ministère du Commerce. Quel est votre rôle dans la commercialisation de ces choses-là? Vous parlez même de l'ANOR, l'agence justement qui est censée contrôler les normes. Effectivement. Oui, parce qu'eux, ils travaillent dans d'autres pays. En Inde, en Russie, dans certains pays, il y a un travail de fond qui est fait parce que là-bas également, c'est un problème, l'alcool frélaté. Mais ici, chez nous, c'est tellement grave. Et comme on a à l'approche des fêtes là, si vous allez dans les marchés, puisqu'aujourd'hui, même la qualité de l'emballage, c'est un problème, ils sont tellement forts qu'on vous met des teintes, on vous met des arômes, on mélange du bon et du mauvais pour avoir certaines senteurs. On ajoute du lait. Par exemple. Ah ben oui, aujourd'hui, il y a du lait. Il y a un sachet qui est larté là. Voilà. En tout cas, on en parlera. On en parlera justement. C'est une question qui interpelle plus d'un Camerounais, plus d'un Africain ce matin. Et ça nous met totalement en colère, madame, monsieur. Bon retour, mesdames et messieurs. Le sujet de la colère ce matin nous met véritablement en colère quand on se rend compte que chaque jour de la vie, nous perdons des frères, des sœurs, des mères, oui, des membres de nos familles au quotidien. Alors que ceux-ci ont choisi effectivement de se mettre dans la consommation du whisky frelaté. Et lorsqu'on parle de whisky frelaté, nous regardons tous les Camerounais, oui, qui sont aux frontières du Cameroun. Nous regardons toutes les familles qui sont dans les villages aujourd'hui, peut-être pratiquement chez moi là-bas à Baganté, je sais exactement qu'ils sont nombreux à consommer le whisky frelaté en permanence, ce qui est extrêmement dangereux pour vos santé. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui la nécessité justement d'éviter cette consommation? Mais au-delà de la réflexion portée sur la colère ce matin, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que les mesures mises en place par le gouvernement camerounais ne soient pas respectées? Quels sont les rôles que le ministère de l'administration territoriale aurait joué aujourd'hui? Quelles sont les actions que les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets auront jouées? Quelles sont les actions justement de l'ANOR aujourd'hui au Cameroun? Est-ce qu'on prend conscience du danger, du mal qu'on se donne soi-même? Vous êtes nombreux certainement à nous regarder ce matin en nous disant « Ah ben non, on s'en fout, on en consomme ». Mais sachez que vous allez mourir à petit feu, vous allez vous tuer à petit feu. Mais au-delà de la question quand même, on va quand même aussi poser une question ce matin, au-delà de la colère. 600 millions de francs CFA utilisés en 3 mois en termes de bons de carburant au ministère de la Santé, c'est bien sûr un élément qui nous intéresse ce matin. À lire également dans le journal Le Messager, qui en fait d'ailleurs la une de ce matin. Comment peut-on expliquer qu'on ait 600 millions de francs CFA en 3 mois en termes de bons de carburant au ministère de la Santé publique, madame, messieurs? Le Cameroun est-il encore gouvernable? Le Cameroun est-il encore un pays qui vous intéressera aujourd'hui? Et on va plus loin, on se pose des vraies questions. Pendant que nous y sommes, nous sommes en pleine campagne des régionales. Bon, peut-être Equinox ne s'y est pas mis réellement, mais on se pose une question réelle. Que feront les chefs traditionnels dans les régionales? À quoi vont-ils servir? Lorsqu'on lit les textes, on se rend compte qu'ils ne serviront à rien. Tout comme les députés de la nation aujourd'hui au Cameroun. Bienvenue à vous, bienvenue à tous, madame, monsieur. Si à l'instant vous prenez l'écoute, vous nous regardez, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. Prenons le Cameroun tel qu'il est présenté et on vous le restitue justement. Dominique, vous semblez justement dire avant la pause qu'il y a quelque chose de réel autour. Oui. La question de la santé, parce qu'il faudrait que les Camerounais qui nous regardent ce matin comprennent qu'ils vont mourir
Oui, durement, oui. peut-être en silence, Oui. mais ils vont mourir durement, mais Non. brutalement parce qu'ils se sont mis dans la consommation du whisky en sachet aujourd'hui. Ils ne peuvent pas mourir en silence. Parce que lorsqu'on a les intestins percés, lorsqu'on a une cirrhose de foie qui commence à se manifester, on a le corps qui enfle, on a la tête qui va un peu, le cerveau qui ne tient plus, on ne peut pas mourir en silence. Pour ceux qui ont grandi dans certains quartiers, les quartiers populeux, on a toujours un papa comme ça au quartier qui a passé toute sa vie à boire et à boire. Lorsqu'il arrive vers la fin de sa vie, ils ont tendance à avoir le corps qui change parce que l'alcool, ça assèche. Il commence à sécher, on a les lèvres qui sont brûlées un peu comme s'ils fumaient de la cigarette. Pour ceux qui fument, parce que même pour fumer, j'ai appris qu'il y a des bâtons qu'on utilise pour ne pas se brûler. Donc eux, ils le font directement. Ils prennent un coup, ils fument. Donc les lèvres commencent à se brûler. Et à côté de ça, on a le cerveau qui commence à ne plus fonctionner normalement à cause de la qualité de l'alcool Qu'est-ce qui peut ingéré. justifier l'inconscience des Camerounais à s'y mettre et à en faire une affaire personnelle? Ou des Camerounais te disent, si je ne prends pas ça, je ne tiens pas debout. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique, Dominique? Comment on peut ramener ses frères, ses sœurs, ses mamans qui nous regardent ce matin À ne plus en boire, sortir à véritablement? ne plus boire. Je ne pense pas qu'il y ait une méthode pour arrêter que les gens ne consomment ça. La plupart du temps, on consomme parce qu'on est en train de se réjouir. Parfois, on consomme de l'alcool pendant les moments de réjouissance avec des personnes qu'on apprécie. Parfois, d'autres se cachent derrière ça alors qu'ils ont des problèmes. Vous savez, la vie est tellement difficile aujourd'hui, tellement compliquée. Il faut se donner la mort. D'aucuns trouvent refuge là-bas sans savoir que en fait, c'est la mort qui est au bout de tout cela. Mais ils ne savent pas. Moi, je me serais attendue à ce qu'on promeuve peut-être le vin blanc, mais peut-être à moindre coût. Vous savez que ça ne coûte pas très cher. Sans effet secondaire, il faut préciser. Ah bon? Ouais. Moi, ça me saoule. Hein. Ça Non, saoule un enfin, peu. ça peut saouler, mais quand on dit effet secondaire, on parle du point de vue sanitaire. Sanitaire, Voilà. d'accord. Oui, on aurait pu promouvoir... C'est bio en fait, c'est Oui, du bio. justement, on aurait pu promouvoir cela au détriment de ces choses qu'on fabrique généralement dans les sous-quartiers, dans nos maisons là-bas, quelqu'un à son abri. Et maintenant, pour les personnes qui boivent ça, pour savoir si le whisky est bon ou il n'est pas bon, vous faites le test avec les allumettes. Vous en mettez dans une cuillère et vous mettez la flamme, vous mettez du feu. Si la flamme est bleue, je crois que c'est ça, si la flamme est bleue, c'est que le whisky est de bonne qualité. Auquel cas, il ne l'est pas. Mais combien de Camerounais ont de l'argent pour acheter une bouteille de whisky à 8 000? Combien? Donc maintenant, on ne peut qu'interpeller les personnes qui sont en charge. Et même jusque-là, Dominique Odeo, pas de consommation notre... de whisky à 8 000. La contrebande également qui est rentrée dedans. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir veiller là-dessus? Les frontières qui sont poreuses, partant du Nigeria pour le Cameroun, partant du Tchad pour le Cameroun, etc. Aujourd'hui, on a une dame Jeanne de whisky à 2500, 3000. Vous pensez que les gens ne vont pas acheter? C'est justement ça qu'ils vont acheter. Et c'est bizarre. Pourtant, au mois de juin, le ministre du Commerce était en train de défendre un projet de loi où il voulait qu'on augmente les taxes et pour que les gens arrêtent de consommer. Mais sauf que si vous augmentez les taxes là-bas, il y aura toujours quelqu'un dans le fond de sa maison qui va fabriquer un truc. On est tous des chimistes au Cameroun aujourd'hui. Mais Michel, il faut qu'on revienne vraiment sur les conséquences de cette boisson parce que on en parle, mais les gens n'arrivent pas à bien comprendre de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Le méthanol qui est contenu dans cette boisson, c'est la formule la plus simple de l'alcool. Et c'est un liquide inflammable. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est pour ça qu'on dit que ça brûle. C'est une boisson c'est un produit qui, à un moment donné, va causer des tremblotes à des personnes qui en consomment beaucoup. Ils ne pourront plus arrêter un stylo comme ça. Ils ne pourront plus. Il y a des personnes qui, à un moment donné, vont développer les maladies du foie, la cirrhose de foie. Soit c'est le ventre qui va gonfler, les pieds vont enfler. Il faut qu'on leur explique. À un moment donné, vous allez voir ces personnes-là, elles seront totalement blanches. Blanches comme si elles étaient vidées. Du sang. Oui, de leur sang. À un moment, vous les voyez dans la rue, ils sont comme un papier, comme des feuilles. Des légumes, comme vous êtes devenu. Oui, et ça donne... C'est un produit qui donne des maux de tête constants aux personnes qui en consomment. Des maux de tête constants. Et à un moment, ils peuvent délirer. Il faut que les gens sachent de quoi il est question. C'est une molécule très délicate. Mais ce qui est dommage, c'est que le gouvernement sait ça. Le ministère de la Santé le sait effectivement. Mais on veut des Camerounais sous. Bon, oui, effectivement. Peut-être je vais bien relancer mon là-dessus. Oui, est-ce que c'est pas fait à dessein? C'est pas fait sciemment maintenir les Camerounais dans la précarité, dans l'alcool, pour les empêcher de réfléchir aujourd'hui en libérant ce secteur qu'on aurait pu contrôler pour veiller sur la santé
du peuple camerounais aujourd'hui? Nous vous disons ici, depuis un bon bout de temps, qu'il y a un programme d'assassinat collectif du peuple camerounais. Vous avez trouvé ces propos exagérés. Maintenant, je suis dans l'obligation de vous montrer comment cette politique a été mise en place. On avait choisi 3 choses pour abrutir le peuple camerounais. Le football, l'alcool et les églises. Ahidjo avait commencé par le football, c'est-à-dire l'organisation de la 8e édition de la Coupe d'Afrique des Nations n'était pas tellement parce qu'on voulait faire la promotion du sport. C'est vrai que ça s'est dégradé avec le renouveau, mais quand on l'obtient en 71 pour son organisation en 72, je vous rappelle que le stade Amadou Ahidjo et le stade de la réunification de Douala, leurs travaux ne sont jamais achevés. On vous dit, vous avez des stades, les travaux ne sont jamais achevés. Et il fallait amener les gens à ce moment-là. Et on avait instruit que les enseignants de sport qui passaient par l'INJS et le CNAGS et ceux qui étaient sélectionnés à l'équipe nationale de football, ou même lorsqu'une équipe s'engageait en compétition africaine, on devait faire une formation paramilitaire, formation militaire de base. Il fallait faire comme ça. Donc, et progressivement, il fallait enlever. Pourquoi ça? Parce qu'il y a un certain Abel Eyinga avait osé poser sa candidature pour l'élection présidentielle de 1970. Donc, on lui avait dit que bon, la diaspora commence à faire des trucs, il faudrait détourner l'attention des gens. Pendant ce temps, on renforce la police politique qui s'appelait CEDOC et la délégation générale de la Sûreté nationale venait de naître en 67. Il fallait donc contrôler. Comment contrôler la masse? Il fallait les orienter vers des divertissements. Lorsqu'arrive le renouveau, il va de manière saccagée. Donc là, c'est de manière débridée. On n'applique même plus la loi qui interdit la construction des bars loin des établissements scolaires. Vous avez aujourd'hui, les bars sont à côté des établissements. Donc, on y allait. Collés aux établissements scolaires. On y va donc comme ça de manière débridée. Il en est de même des églises. Donc, on parlait des églises tout à l'heure. Pour ce cas précis, tous les ministères, le gouvernement avec, ils savent pertinemment que c'est pour tuer les populations. Je dis bien tuer. Et regardez l'expression qu'on utilise souvent. Ah, dis donc, je prends une là, je vais noyer les soucis. Je vais noyer les soucis, ça veut dire quoi? Effectivement, le gouvernement sait que vous perdez la tête. Ça veut dire que le cerveau n'a plus sa capacité de jugement, n'a plus sa capacité de discernement, ne fait plus attention à un certain nombre de choses. Et vous ne pouvez plus vous concentrer. Donc, et même vous perdez votre capacité motrice, vous dandinez. Donc, en réalité, on le sait. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que malgré Covid peut même vous attaquer tous, mais on va ouvrir les ventes d'apporter, l'industrie brassicole va prospérer. Pour ce cas précis de whisky en sachet, on n'a pas voulu rivaliser les autres. Parce que les grandes métiers, là, ils ont le whisky, ils ont d'abord les membres du Conseil économique et social, les députés, ils sont les représentants des marques de whisky à l'étranger. Il ne faut donc pas les rivaliser en développant, en industrialisant ce secteur. Ça veut dire que vous venez aujourd'hui, vous vendre le whisky camerounais, là, parler tout à l'heure de Matango. On a commencé, non, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Il faut donc... Mais comment rendre le whisky accessible? Il faut donc le mettre de manière débridée. Ah, comme ils sont dans le harki, le domptol, mettons ça de manière à ce que ça sorte quand même des laboratoires pour... C'est pour cette raison qu'il peut vous dire que nous, l'année prochaine, il n'y aura plus. Et c'est eux qui viendront dire qu'ils ne fermeront jamais. Donc voilà un peu ce qui arrive. C'est pour tuer. Est-ce que Karine a dit tout à l'heure, ça enlève même les glandes endocrinales. Vous ne pouvez, à un moment donné, vous n'allez plus transpirer. Ça tue tout. Vous ne pouvez plus, voilà. Donc, même la salive que vous sortez de la terre, vous ne pouvez plus. Donc, ils savent. Vous ne pouvez pas me dire quand même, ces gens qui ont fait l'école, ils ont quand même il y en a qui sont professeurs d'université. Ils savent ce que c'est
que ces alcools-là, et ils ont fait la biochimie et tout. Ils savent, donc le renouveau a choisi alors de tuer les Camerounais avec le whisky en sachet. C'est une politique d'assassinat collectif. Alors, puisqu'on en parle, mon Bengan, les Camerounais nous regardent là ce matin. Ils sont très nombreux à nous regarder, très nombreux à consommer le whisky en sachet. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'ils continuent à consommer pour mourir à petit feu? Non, on continue à les sensibiliser, mais de la même manière, nous nous battons pour que le système en place change. Oui, maintenant, quelle réelle pression peut-on avoir sur le système pour que les ministres qui ont signé justement qui ont fait ces sorties, ces arrêtés également, merci beaucoup Charles Lamé pour ces arrêtés conjoints, qu'est-ce qu'on fait pour que ces ministres eux-mêmes se lèvent aujourd'hui et reviennent justement revoir ces arrêtés conjoints-là? On est obligé d'organiser la lutte sur plusieurs fronts. Ça veut dire que lorsque les avocats se lèvent pour dénoncer les tares qui sont dans l'administration judiciaire, on les appuie. Lorsque un syndicat se lève comme les enseignants disaient dernièrement, on les consulte pas pour les mi-temps, on les appuie, on les accompagne, on les appuie, on les soutient. Lorsqu'un parti politique s'érige pour dire que voilà l'orientation sur le plan du droit de ceci, on appuie ce parti politique. Lorsqu'un syndicat se lève c'est comme ça que ça devrait se faire. Ou bien une organisation de la société civile vous dit non, nous le code électoral, on suit. Voilà comment, de manière, j'allais dire, concertée et tout, ça va aboutir à un rapport de force qui va mettre en mal le système en place. Parce que c'est un système bien solide, qui a l'armée, qui a la gendarmerie, qui a la police, qui a les renseignements, et surtout, qui tue. Donc, 38 milliards quand même pour une entreprise camerounaise qui générait au courant de l'année, la vente des sachets, des whisky en sachet aujourd'hui, Charles Membachou. N'a-t-on pas le droit justement de croire que le gouvernement camerounais ferait mieux de fermer le là-dessus et préférer tuer ces populations? Comment expliquer cette folie aujourd'hui? Alors, monsieur Michel Ngachou, essayons de commencer par le début. Nous sommes en 2014, un arrêté conjoint est signé entre 3 ministres. Le ministre de la Santé, le ministre de l'Industrie et le ministre du Commerce. Demandant à ce qu'on arrête la vente du whisky frelaté dans les différentes zones. Et les usines qui étaient chargées, M. Michel Ngachou avait 24 mois pour pouvoir vider leur stock et passer à autre chose. Donc, ces entreprises, et 2000... ces entreprises, 24 mois, oui, 24 mois, c'est 2 années. C'est 2 ans, vous pouvez écouler. Monsieur Michel Ngachou, ces entreprises sortent avec le fichier personnel en disant nous avons 13 000 personnes que nous employons, on emploie Douala, on emploie Yaoundé, on va faire quoi de ces personnes? On les renvoie au quartier. On vous a dit, c'est 24 mois, battez-vous et renvoyez et gérez la situation. Ce qui est validé. Nous avons l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui tire la sonnette d'alarme sur cette crise sanitaire que les whisky frelatés, pour le cas du Cameroun, est en train de poser comme un problème. On se retrouve à l'Assemblée nationale en 2017, où le ministre Luc Magloire Tanganambaga est là. Luc Magloire Tanganambaga. Mbarga. Je prononce. Bon, Luc Magloire à Tangana. Voilà, monsieur Michel Ngachou. On s'arrête là. Il est devant les députés. On lui dit, mais comment se fait-il que tu as arrêté une loi? Toi, tu as arrêté une loi. Vous avez fait cet arrêté-là. Vous avez fait un arrêté. Comment toi-même, tu ne parviens pas à faire respecter ce que tu as signé? Je vous assure qu'il est parti de jeu, c'est que ça devait. Bon, on avait pensé qu'on a essayé d'organiser, on a compris. Et je vous assure que les tirs qu'il recevait étaient de l'honorable Nindieu. Il n'a pas pu répondre à la question. Nous nous retrouvons encore en 2017. C'est le ministre de l'administration territoriale qui demande à ses collaborateurs, préfets et sous-préfets, de veiller à ce que la mesure d'interdiction de ces différents whisky soit appliquée. Ça fait 24 heures. 2 petites sorties terminées. Alors, dites-moi, si ce n'est pas l'argent, c'est quoi? Bon, maintenant, qu'est-ce que les populations, justement, je vais dire les associations, oui, monsieur Michel, etc., les syndicats qui militent pour, on va dire, la sauvegarde de la santé des Camerounais contre le whisky de mauvaise qualité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous avons des syndicats qui se sont levés. Nous avons des associations qui ont essayé d'accompagner le gouvernement. Mais quelle est
Qu'est-ce qu'on a mis? Pourquoi n'ont-ils pas mis le ministre de la Communication à contribution? Vous vous rappelez d'un produit où c'était clair ou quoi? On a demandé, on a interdit où c'était quel produit. Le ministre de la Communication a fait une sortie pour demander à ce qu'on sait. On a apprécié, mais il n'a pas été associé. Quelle est la communication qu'on a fait à côté et tout autour de cela? Monsieur Michel Ngachou, je peux vous dire que en 2014, lorsqu'il s'est arrêté sorti, il y avait un ministre qui était au gouvernement qui, chaque fois qu'il voyageait, avait 3 bidons qui s'avançaient d'abord avant lui-même. 3 bidons de Bilibili. Je ne donne pas son nom. Ceux qui le connaissent, il ne buvait que ça. C'est un membre du gouvernement, mais lui, il ne buvait que du Bilibili. Il y a aussi le facteur sociologique, civilisationnel qu'on devra ajouter. Vous avez des peuples qui ne s'éloignent pas de cela, ou même, je vous assure, la bière et tout ne leur dit rien. Ils sont dans leur consommation de vin traditionnel. Et c'est depuis des années, on ne peut pas le dissocier. Mais aujourd'hui, c'est devenu un fait où on retrouve aux abords des établissements, des universités, ça prend des proportions très inquiétantes. Dans certains villages, ce n'est pas les jeunes qui consomment. Il y a un certain type de vin que les jeunes ne consomment pas et qu'on ne commercialise pas pour les jeunes si vous n'avez pas atteint un certain âge, monsieur Michel Ngachou. Donc vous allez vous rendre compte qu'aux abords des établissements scolaires, vous voyez ces petites cabanes avec un drap, un petit rideau blanc devant et une bouteille accrochée. C'est 100 francs. La police fait quoi? Vous avez des individus un peu partout dans les quartiers des Oba Douala qui, parce qu'ils ont pu, grâce à la brocante, avoir des appareils pour en sachet, qui font en sachet le dentol. Qui font en sachet le dentol. Mais avec le nom de marque. Et ça se vend. Ça se vend, monsieur Michel Ngachou, qui utilise du méthanol, comme justement on le disait, qui provoque des dégâts énormes. Monsieur Mathieu, lorsque je vous entends, je ne sais pas, lorsque je vous entends faire cette explication, ils sont très nombreux là, au bas des Kinos, le renseignement camerounais, parce qu'on les a identifiés ici. Comment oui, ils sont nombreux tous les jours là, quand on fait les émissions le matin. J'ai pas envie de vous suivre. Non, permettez, non, pour dire quoi? Il y a un renseignement au Cameroun qui est même très puissant. Et il y a ce type de problème qui nuit des Camerounais. Vous ne faites rien pour pouvoir sauver la santé des Camerounais. Vous viendrez forcément vous agripper autour d'un immeuble pour pouvoir regarder des gens les filmer quand ils sont là. Mais c'est incroyable. Il faudrait que ça vienne du haut. Je vous ai pris un ensemble de procédés concernant cette loi avec les députés même qui ont interpellé les principaux concernés qui ont préféré bégayer. Donc, allez savoir pourquoi cette loi, pourquoi cet arrêt autant pour moi n'a jamais prospéré. Tout simplement parce qu'il y a eu certainement des bas de table, des dessous de table, monsieur Michel Ngachou, qui ont été gérés. Donc, je voudrais terminer en vous disant qu'il faudrait que véritablement, comme ce fut le cas pour le Zoazoa, il faudrait que cet arrêté de 2014 entre en fonction, entre décidément en acte et que les commissariats, les gendarmeries et tous les consorts se retrouvent. Prenez un cas, je prends le cas de la ville de Déa. Et on finit par là. Et on me regarde à Déa. Déa est en train de passer maître dans l'art de la consommation de ce whisky frelaté. Vous avez des gens qui se baladent dans les rues avec des bouteilles d'un whisky et des noms bizarres. On vous vend ici à combien? À 500 francs, 700 francs, dans les 1000 marchés, francs. c'est grave. Mais je dis, on se balade. Ouais. Est-ce que ces personnes ne sont pas là pour voir, monsieur Michel Ngachou? Ils sont là pour voir. Ils voient comment on commercialise. Le MBAM, aujourd'hui, on compte les morts dans le MBAM parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui se battent. Est-ce que vous savez qu'en MBAM, en Goro, là où il y a les scieries, dans toute la zone du centre-sud, dans les scieries, monsieur Michel Ngachou, on prime lors de la quinzaine ou à la fin du mois, ceux qui ont bien travaillé avec des paquets de whisky. Frelaté, merci. En tout cas, des messages également de nos téléspectateurs pour prendre leur point de vue sur les questions et les sujets évoqués depuis le démarrage de cette émission. Karine Sontière. Les Camerounais, ça c'est un gua fotaku, les Camerounais consomment l'alcool par frustration. C'est la raison pour laquelle tu trouves les Camerounais dans les dépôts de bière très tôt le matin. C'est la précarité qui précipite le peuple dans l'alcool et non le contraire. Un autre message, une vraie campagne d'information pourrait résoudre le problème à 80% ou plus. Encore faut-il une volonté des pouvoirs publics. L'alcool, c'est un poison lent. Ça, c'est Riquel Gonzès. Bêta, on vend le pays, on partage l'argent. Jean-Claude Medibenkon.
Notre message, toutes les boissons alcoolisées donnent la cirrhose de foie. Sorel Blanche dit que je vais créer l'association des alcooliques anonymes au Cameroun. Ma foi, mais là, c'est pour résoudre le problème. Hein. C'est pour résoudre un problème. Sur le plan de la santé, est-ce qu'on a des centres de désintox au Cameroun? Qui va payer pour vous? Mais sauf que celui qui se tue, c'est lui qui enlève de son argent pour acheter sa mort. Mais bien sûr. Donc quand vous dites qu'il noie les soucis, pour noyer, vous avez des problèmes. Au lieu que ces 100 francs vous aident à acheter un bout de pain, de pouvoir à charger, vous choisissez. Non, mais ils ont oublié que les soucis ont finalement appris à nager. Vous noyez les soucis dans l'alcool. Parce que notre société catalogue les personnes qui consomment de l'alcool. Quand vous consommez de l'alcool, vous dites vraiment c'est votre problème. Si tu bois, ça t'engage, ça te regarde. Pourtant, ailleurs, lorsqu'on a des gens qui consomment de l'alcool comme ça, c'est problématique. Et là, on fait recours à ces associations, au centre de désintox. Donc, le ministère de la Santé pourrait éventuellement penser à des centres comme ça pour qu'on n'ait plus des gens qui meurent. Parce que si vous faites le bilan du nombre de morts, on va vous dire que dans une région, 47 personnes sont mortes de suite d'overdose, et qu'il y a 300 maladies qui sont causées ou bien qui ont des effets dus à l'alcool. Lorsqu'il dit en même temps qu'il va créer une association d'alcooliques anonymes au Cameroun, je dis mais non, tu seras bien parti parce que là il y aura de la clientèle, hein. Oui. Il y aura justement du personnel. Ben ouais, parce que vous en connaissez les alcooliques. Faites le tour justement de quelques snarks quand vous sortez justement de vos différents quartiers à 6 heures le petit matin. Allez faire du sport le petit matin. Mais est-ce que ce sera les alcooliques anonymes, c'est pas pour aller boire ensemble? Est-ce qu'ils comprennent? Voilà, c'est pour aller se battre contre cette addiction. Et c'est ensemble qu'on le fait. Qu'est-ce qui peut t'obliger à faire une chose quand tu sais qu'elle est mauvaise? Moi je pose la question. Non, c'est pas forcément. Peut-être je m'explique mal. Qu'est-ce qui peut te contraindre? C'est l'excès qui nuit en fait. J'ai un ami. Dernièrement, il me dit, s'il n'y avait pas Covid, je serais allé, j'ai l'habitude de passer mes vacances aux États-Unis. Voilà, lui, il pense que c'est lui qui réfléchit, alors que c'est l'argent qui est en poche qui réfléchit à sa place. Donc c'est ça en fait. Vous avez vu la bataille avec la cigarette. Lorsqu'on a interdit la publicité des cigarettes dans l'audiovisuel, il y a Formule 1. La grande compétition de voitures. Voilà, il a pris une marque de cigarettes qui vient sponsoriser. Et là, maintenant, les télévisions étaient obligées de filmer. Ça, ils ne payaient même plus la publicité. Donc, quand vous dites que Elton Senna a gagné, tel, il y avait bien les marques dessus. Donc, l'industrie de ce que Jean Ziegler appelle les prédateurs. Les prédateurs ont dans leur cerveau la manipulation des masses. Dans la manipulation, on prend les dirigeants, parce qu'eux aussi réfléchissent, mais de manière graduelle. Comment faire pour imposer la cigarette, bien que l'Organisation mondiale de la santé a dit écrivez sur vos paquets de cigarettes, la cigarette nuit dangereusement ou gravement à la santé. Vous dites, mettez. Mais ils font comment? Ils sponsorisent, il y a des actes. C'est la même chose ici. Quand ces prédateurs-là arrivent, trouvent un gouvernement d'un pays pauvre, très endetté, il va dire, comment vous dites, mais voilà vos populations, d'abord les entreprises ferment, et nous sommes prêts à mettre tant nombre de milliards ici, ça va générer les emplois directs, comme ça va, et sur le plan politique, vous n'aurez plus acheter les casiers de bière, vous allez, voilà maintenant un truc de 100 sachets, ce sera. Il vous apporte un paquet. Lui, non seulement il prend, il met dans la poche, il dit installez-vous. Mais c'est que pendant la campagne électorale, c'est aussi moins. Donc en fait, c'est ça. C'est incroyable. C'est comme ça qu'ils agissent. Donc méfiez-vous des prédateurs. Karina. Les églises de réveillés, influenceurs, coachs, tous ceux-là doivent être interpellés et fouettés. NPK. Que vous séparez-vous des bijoux, voitures et autres, ce sont les choses mondaines. Mais les mecs qui le disent baignent dans cette mondanité. Même dans la religion, ces pasteurs d'église dits de réveiller arrivent toujours à embobiner les femmes. Toujours les femmes et encore les femmes. La question ici c'est pourquoi toujours plus les femmes? Le mécanisme de l'église est semblable à celui des marketing des réseaux et autres, je ne vais pas citer les entreprises ici, car les adhérents sont comme dans les églises réveillées. Parfois, tu prends l'autre sur le whisky là,
Waouh, l'indigestion te prend. Ça donne sans compter les vomissements et autres maux de tête. C'est le poison. Isabelle. Il faut préciser que la majeure partie des personnes ayant lancé le marketing de réseau, ce que vous appelez les coachs, quand ils ont suffisamment ponctionné l'argent de leurs clients, de leurs fidèles, ils transforment ce marketing des réseaux en église. Ça finit en église parce que le pasteur a suffisamment, le coach a suffisamment ponctionné l'argent. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes rendu compte, celui de Boya, qu'on avait arrêté pour 350 millions. Il s'est rendu compte qu'il avait ponctionné, il avait invité ses fidèles à miser leur argent dans des affaires foireuses. Quand ça n'a pas donné, directement, il a mis Dieu devant, le Seigneur Jésus. Il vous aime, il vous donne. Même si tu as perdu ici, tu auras 100, 400, 500 de l'autre côté. Lorsque tu sors d'une porte qu'on vient de fermer, tu entres dans un nouveau monde. Donc voilà les expressions qu'ils emploient. C'est pour ça qu'ils jouent bien le rôle de gourou. C'est bien dommage, nous sommes Voilà l'autre de ce comment pays, les faux whisky. C'est comme ça que ça grille les neurones et accélère le processus de zombification. Aurel Célia, je pense que les églises de réveil, les autorités compétentes doivent fermer toutes ces églises parce que ça engendre des morts et beaucoup d'autres que nous connaissons. La foi est personnelle. Je vais vous raconter une petite anecdote, Karine Santia. Lorsque vous demandez, lorsque vous interpellez, lorsque le téléspectateur interpelle les autorités à fermer les églises, voilà que nous sommes en plein Yaoundé et une autorité prend sur elle de fermer quelques églises dans son arrondissement. Il arrive justement devant une église, il dit bon d'accord, on va la fermer, il demande au policier justement de l'exécuter. Le policier regarde, il arrive, il regarde le pasteur, ils se connaissent, il regarde l'église, il regarde le sous-préfet, il dit non, je ne peux pas fermer l'église là. Il dit maintenant il faut le fermer, il dit non, je ne peux pas le fermer, je ne peux pas la fermer. Pourquoi on ne peut pas la fermer? Il s'était simplement en disant, tu veux que je ferme la maison de Dieu? Tu veux faire la maison de Dieu. Donc Dieu a la maison ici. Voilà. Donc, non, on vous dit c'est le temple. L'église, c'est le temple de Dieu. Hein? Ce jour-là, le policier là a eu une conscience. Non, il a eu une conscience. Donc voilà, il ne pouvait pas fermer. Voilà, comme dit Audrey. Et toi qui es le temple de Dieu, il est prêt à tirer sur toi au cours de la manifestation. Mais fermer la maison. Mais la maison ne permet pas. Merci beaucoup, merci Karine Santia, merci à vous, madame, messieurs. D'ailleurs, c'est un plaisir de vous savoir présent ce matin, mais surtout fidèle à 10-12 le Zénith, avec laquelle nous tentons vraiment de comprendre les réalités sociologiques qui nous entourent et comment en sortir aujourd'hui. Nous avons signé, nous, ici sur le plateau, justement, de vous dire les vérités, de vous interpeller sur des questions aussi urgentes de la société, mais surtout vous aider, nous aider entre nous à sortir de cela. Quand on sait que ça va très mal au Cameroun, ça va très mal au pays, et il faut trouver des voies et moyens pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver et trouver le vrai bout du tunnel. Le bout du tunnel que les Camerounais ensemble auront pensé à pouvoir trouver ensemble. Allez, la revue des réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux également à vous rendre compte que sur Internet, ça bouge énormément, des sujets qui gravitent autour. Et Karine, vous en avez pris quelques-uns pour nous ce matin. Oui, on s'intéresse d'abord à ces avocats qui ont signé une correspondance adressée à Madame le bâtonnier par intérim avec un objet de solidarisation vis-à-vis de la résolution numéro 008/2020 du 21 novembre 2020 du Conseil de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun. Et ces derniers s'inscrivent en faux contre la décision du barreau suite à l'incident du 10 novembre au tribunal de première instance de Bonanjo. Ces derniers mettent en doute sur le respect de la déontologie de l'affaire inscrite en justice ce jour. Pour eux, les confrères semblaient être bien plus proches du juge que de la loi. Aussi, ils critiquent le traitement inéquitable de la situation par le barreau, le manque de précision sur les délais de la suspension du port de la robe, le choix des juridictions discriminatoires, c'est-à-dire la juridiction criminelle, la Cour suprême, le tribunal le TCS, le contentieux électoral et le Conseil constitutionnel qui chercherait un dessein qui cacherait un dessein d'empêcher une catégorie d'avocats d'assurer la défense des intérêts de certains de leurs clients. Ils qualifient cette décision d'injuste et ont décidé d'assurer leurs audiences comme il se doit. J'ai encore vu le post de Forza Kotonkou là en passant. Oui, il a dit qu'il prône l'unité ou c'est l'union. L'union du barreau. L'union du barreau. Un barreau responsable. Je crois que peut-être ça, c'est très bien lui.
Il faut dire que ces avocats-là, c'est 11 avocats qui ont signé ce document et les noms qui reviennent facilement dans les cachets et les signatures, c'est notamment lui, Gabriel Eyangor, il y a Mbita Blaise. Maître Mbita Blaise. Voilà, il y a Komou, si je prononce bien, Madame Komou, Maître Komou, Maître Zaverine Kapvendongta, Maître Joseph Ndjabou. Voilà les noms qui arrivent vraiment à être lus. Il y a Maître Tegem, il y a Maître Emmanuel Pensi. Oui, Maître Georges Tegem, voilà. Maître Emmanuel Pensi, qui a spécialement signé avocat RDPC. Voilà. Bon, Bengan Kandji, on en parle encore ce matin. Lorsque ces avocats se comportent pareillement, nous sommes pas en droit justement de croire que le barreau camerounais est divisé aujourd'hui ou le barreau camerounais est manipulé pour asseoir, on va dire, les vœux du régime en place. Non, en période ou dans un environnement pluraliste, c'est tout à fait normal que les gens aient des points de vue différents. Mais surtout dans le corps des avocats, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, lorsque vous appartenez à une association, vous êtes régi par des textes organiques de cette association-là. Vous prêtez serment, vous adhérez au grand tableau, comme ils aiment appeler. À ce moment-là, vous avez l'obligation de respecter les textes organiques de votre association. Écoutez, d'ailleurs, c'est eux qui sont allés là, au cours d'une assemblée générale lire le bâtonnier et les membres du Conseil de l'ordre. Donc, il est hors de question que vous veniez aujourd'hui sortir des particularismes par rapport à un sujet d'intérêt commun. Et deuxième chose, en analysant ce sujet d'intérêt commun ou alors votre particularisme, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun des avocats, je ne les insulte pas, mais aucun des signataires de ces avocats-là ne parle du renforcement du métier de l'avocat, du renforcement du pouvoir judiciaire, mais ils parlent plutôt de la politique du ventre. Ils disent, nous allons là-bas, nous n'aurons rien à manger. Mais bon, nous n'aurons rien à manger le soir. Donc, c'est compliqué. Lorsque les enseignants entrent en grève, est-ce qu'ils vous disent que ceux qui enseignent les classes de 6e, ceux qui enseignent les enseignants de tel, vous voyez, c'est quand même terrible. Dernièrement, les enseignants de le CINES, le syndicat de l'enseignement... Ils font une revendication alimentaire? Oui, une revendication alimentaire. Et justement, et qui les a contraints à être là-bas? Puisque quand vous êtes avocat, vous pouvez faire le conseil, vous pouvez faire tout genre. Donc, c'est vous-même qui choisissez de vous spécialiser ainsi, mais ça ne vous élimine pas, ça ne vous écarte pas de vous occuper des autres sujets. Il faut savoir que les élections régionales se tiennent le 6 décembre prochain. Et la grève va courir jusqu'au 4 décembre. Je crois que c'est jusqu'au 4, effectivement. Et entre-temps, il y a des avocats qui sont spécialisés dans le contentieux électoral. Mais vous voulez qu'ils mangent au pouvoir pendant que vous grèvez. C'est ça le problème. Mais attendez, puisque beaucoup de mangements viennent après la grève, pourquoi ne pas attendre? Et c'est les mêmes avocats qui vont dans les églises. Ils sont prêts à faire les neuvaines de prière à les jeunes. Les jeunes de prière, ils vont même pas boire pendant 9 jours. Parce que, mais attends, quand vous venez donc pour un sujet d'ordre général, dites que non, vraiment, je dois manger, je n'ai pas mangé hier ou je... Vous voyez, c'est triste, c'est ridicule. C'est ridicule, ça veut dire qu'en fait, ils sont là pour, comment je vais dire, pour fragiliser le corps qu'ils déifient. Parce que tous vous disent qu'ils sont les princes du palais. Mais quand un prince du palais ne veut pas qu'on assainisse le palais, il sera donc prince dans un palais qui sera plein des ordures. Comment? Je ne pense pas qu'ils veulent que les ordures inondent le palais. Et ces avocats dont les noms sont cités d'ailleurs et dont le document fait le tour de la toile judiciaire à la même Bachou, on est quand même en droit de se demander, est-ce que ces derniers, les Camerounais qui ont lu ces différents noms, pourront-ils encore leur faire confiance? Est-ce qu'ils sont encore crédibles aux yeux des Camerounais? Bon, on vous dirait qu'ils ont une consistance, ils peuvent défendre des projets ou des situations, mais sont-ils crédibles? Monsieur Michel Ngachou, le barreau du Cameroun
regorge d'environ 2500, je peux me tromper, 2538 avocats. Ah, sur 11, c'est insignifiant. 10 représentent quoi? Franchement, 10 représentent quoi sur 2538 avocats, Monsieur Michel Ngatiou? Vous savez, il est facile de prendre 5 moutons et de les amener dans mon village. 5 moutons, vous les prenez de Douala, vous les amenez dans mon village, il n'y aura pas de question. Mais si vous prenez 5 personnes, il y a une personne qui va arriver en Banga, vous dit que je n'ai pas même dans ma passe, arrête. Tu dis qu'il y a mon corps là-bas, je m'arrête ici. L'autre va descendre à Mandio. L'autre va arriver en Konsamba. C'est-à-dire que vraiment, le climat du haut là, je sens un froid bizarre, je vais avoir pas lu. C'est en fait un peu ça. Vous allez arriver avec une personne. C'est pour dire que je crois que ce que le corps de l'avocature aujourd'hui recherche, c'est cette harmonie qui a existé il y a longtemps. On a connu des personnes qui, lorsqu'ils étaient à la tête du barreau, le barreau se portait aussi bien. Le barreau avait tout son respect. Le barreau vivait de ses lettres de noblesse. Sauf que je le dise. Je ne veux pas décrier ou dénigrer ceux qui sont passés, mais je veux dire qu'il y a quand même une sorte de frilosité qui est rentrée. Il y a eu beaucoup de gombisme qui est rentré au sein de ce barreau. Après, vous voyez quelqu'un signe et il m'en bas avocat du RDPC. Quel est le rapport, si ce n'est pas de la tartufferie, quel est le rapport le rapport entre le mouvement, ce que vous dites, le désistement qu'on fait avec la précision, avocat du RDPC. Donc vous vous rendez compte que c'est des personnes qui disent qui veulent dire dans un langage du quartier que les grands, sachez que quand les Dombo vont venir, c'est d'abord nous. Pensez d'abord à nous, parce que c'est nous qui avons mouillé le maillot. On n'est pas avec les autres. Nous, on va travailler. Nous, on est là pour travailler. Nous ne regardons pas. Nous ne sommes pas avec les gars du MSC, les gars qui boycottent là. Souvenez-vous quand même qu'on a mouillé. Et vous avez dans les noms. Celui dont l'une des Maximes phares, est interprétée par des enfants de manière vraiment, j'ai bien envie de dire, tristement célèbre, la République exemplaire. Voilà. En construction, il ne faut pas oublier. Merci d'avoir ajouté. Vous voyez que c'est bien. Vous voyez des gens qui tiennent parfois des langages sur des sujets qui sont véritablement pointilleux et on comprend donc pourquoi à la fin ils finissent par épouser la donne, comment on va dire, du grand ensemble. On est quand même au-delà de la réaction du ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, qui s'exprime tous les jours à travers le profil Forza Kotonkou, bien connu de tout le monde aujourd'hui. Est-ce qu'on ne veut pas quand même dire, Dominique Audrey, que lui au moins aurait pu tout faire, vite faire pour faire asseoir, ne serait-ce que les avocats, ou même s'entretenir très vite avec le bâtonnier par intérim pour juguler cette crise, cette grève en vue? Non. Puisqu'il n'était pas question de juguler la crise, la grève. Les avocats ont un problème. C'est ça qu'il faut régler. Pas leur demander de ne pas faire grève. Non, non et non. Leur demander de faire grève, c'est fouler au pied toutes leurs récriminations. Leur demander de faire grève, c'est dire non, ouais, vous dites qu'on vous a chicoté, ok, ça va, c'est bon. Vous dites que vous n'avez pas vu vos clients, il n'y a pas de problème, ça va passer. Non, il faudrait qu'ils manifestent. Donc maintenant, si vous vous attendiez à ce que Maître Momo fasse quelque chose, c'était peut-être leur apporter son soutien, parce que d'abord, il est d'abord avocat et dire oui, avec mes confrères avocats, on ne voudrait plus que ça se répète et qu'ils se départissent. Peut-être... C'est quoi ce Momo Benga? De sa casquette l'année dernière, il a reçu ministre. Il a travaillé avec les avocats, ça a donné quoi? En revêtissant maintenant sa robe, que oui, je suis avec vous. Et c'est simplement du 30 au 4 décembre. Moi, j'aimerais comprendre. Entre hier et aujourd'hui, et le 4, ils auront des procès. Avez-vous déjà dire oui, après le 4, il y aura des procès. Après le 4. Tous les dossiers seront renvoyés automatiquement. Ce que je veux dire, c'est que ils ont annoncé qu'ils ne sont pas pour eux la grève qui a commencé le 30 et qui s'achève le 4. Donc maintenant, entre aujourd'hui et le 4, ont-ils des procès qui... Tout à fait. Oui. Notamment contentieux préélectoral. Ah d'accord, c'est ça. Ah ok, c'est pour les élections. Ils vivent de ça, ils mangent de ça, ils ont besoin de ça. Mais moi, je reviens sur le ministre Momo, si Dominique a fini. Ça va, bon. Justement, il n'est pas né de nouveau, ou alors il n'est pas encore né de nouveau, comme dit la Bible. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il a plutôt reçu Maître Assira
Claude Assira. Parce que Maître Assira a fait un poste qu'il n'a pas plu. Il l'a appelé pour le blâmer. Pour le blâmer, en lui disant qu'il ne fait plus jamais ce poste. Donc, ça me tonnerait qu'il se place du côté des avocats. Encore que le ministre titulaire, il est d'ailleurs ministre d'État. C'est ministre titulaire. Lui, Mutation a dit ce matin, il lui a donné un titre, voilà. Le grand muet. Le grand muet. Bon, le grand muet. Quand lui, il est magistrat, le grand muet, lui, il est magistrat de formation, de profession. Lui, Bomo est avocat. Bon, quand le magistrat s'était, l'avocat, il s'était, lui aussi, il s'était. Absolument. Voilà. Merci beaucoup à vous. Allez, Karine, vous avez également un autre sujet pour nous. On a un deuxième sujet qui nous intéresse ce matin, c'est notamment ces véhicules qui ont encore été achetés par l'État du Cameroun. Et les Camerounais s'inquiètent de l'origine et de surtout ce à quoi ça va servir au vu des multiples difficultés économiques et financières par lesquelles le pays est en train de passer en ce moment. Regardez ces voitures, c'est la même marque. Et sur la toile, quand même, les commentaires vont bon train. Vous verrez des Camerounais dire que ça, c'est l'argent du contribuable. Ça c'est l'argent détourné alors qu'on souffre. Maintenant il y a quand même des gens qui ont réussi à dire que c'était pareil dans un parti politique où ils ont aussi acheté des véhicules pareils. Donc voilà, les nouveaux véhicules. Vous vous rappelez qu'en 2018, après la campagne présidentielle, il y a eu des véhicules qu'on avait donnés aux sous-préfets, aux préfets 68. Voilà, peut-être c'est pour les présidents de région qui arrivent. Peut-être on va voir. Voilà. Peut-être c'est ça. Alors là, est-ce que vous pouvez, on n'a peut-être pas quantifié ces véhicules, peut-être voir même les montants, le coût du véhicule, peut-être vous l'évaluer aujourd'hui. Les véhicules de l'OMS sont... À qui posez-vous la question? Demandons mais au ministère de la c'est Santé. Les véhicules de l'OMS. On attend la Au seconde ministère de la vague. Santé. Pardon? Donc, la seconde Non, vague il y aura de les véhicules de la seconde vague. Pour la première vague, là, les 14 véhicules avec chauffeur, bombe de carburant et tout, c'est à quel niveau? Pourquoi on a consommé 600 millions? C'est vous qui avez donné. Oui, 600 millions de francs CFA en 3 mois au ministère de la Santé. C'est d'ailleurs le titre qui va la Ce une. qui revient Le à Messager. une consommation de 7 millions, d'environ 7 millions par jour de carburant. Voilà, Waouh. au Cameroun seulement. C'était quoi? Il faisait les lignes Douala, Ngaoundéré. Personne ne vous donnera la réponse. Même comme ça. Il Non. partait une fois en Égypte Non. avec les véhicules. Personne ne vous donnera la réponse lorsqu'au ministère justement du sport et de l'éducation physique, chez le professeur On a Nassimo manqué de Lekombi, carburant pour les on a gens. retrouvé 10 millions justement chez lui de bons de carburant, chez lui, chez le ministre. Et aujourd'hui, Et il faut les dire... lions ont manqué de carburant pour rentrer des Et les lions manquaient le carburant pour rentrer justement. Mozambique, Voilà, il faut donc comprendre comment le Cameroun se gère. Il gardait les bons là chez lui. Alors, je voulais quand même qu'on apprécie ces images. Très souvent, on voit des voitures achetées à la veille du 20 mai pour les parades et tout, parce qu'il faut renouveler quand même les véhicules du Qui corps n'ont pas administratif. Mais quand on serre les ceintures, c'est pour les qui? Justement, Mais je voulais- serrez vos ceintures pour qu'ils soient bien. on voudrait relancer. Il y a eu quelques jours, on a voté le nouveau budget de l'année 2021 où on estime qu'en réalité, on devrait serrer la ceinture. Lorsqu'on Encore regarde ces la véhicules résilience. achetés aujourd'hui, on a des soucis sanitaires au Cameroun avec le Covid, pour ne parler que de ça. On a le problème de dialyse, des malades de dialyse aujourd'hui qui décèdent parce qu'ils n'ont pas... L'insuffisance rénale les- et l'insuffisance Qu'est-ce qui peut rénale. expliquer que l'on privilégie les le malades matériel tout en rejetant, on va dire, la santé des Camerounais? Bon, vous appréciez ça comment, vous? Ça s'appelle la mégalomanie doublée du pantouflisme administratif. Non, vous allez mettre Ça veut écrire un dire livre. quoi, français? Vous voulez écrire un Non, livre là? le pantouflisme M'as-tu administratif. vu? Non, vous savez, dans la nouvelle orientation... Mégalomanie et et pantouflisme pantouflisme administratif. administratif. Voilà, tout à fait. Ça Parce fera que peut-être l'objet d'une la- thèse prochainement. La société est divisée en strates dans nous et c'est ce que nous avons copié. Alors qu'ailleurs, on cherche les voitures électriques, les ministres vont même dans le bureau en bicyclette. Ici, on cherche à voir à faire du pantouflisme pour obéir aux disparités mondiales. Aujourd'hui, on dit que les 15 personnes les plus riches de la planète totalisent à elles seules une fortune qui dépasse le PIB de tous les pays d'Afrique noire. Donc, il y a des riches et les pauvres. Et nos dirigeants, pays pauvres, très endettés, ils veulent se classer au niveau des richissimes mondiaux en piétinant leur peuple. C'est comme ça qu'il faut prendre ça.
il ne faut pas analyser ça autrement. C'est-à-dire que puisque nous sommes de la classe des riches, les dirigeants, nous devons y être, nos enfants aussi. Et il y aura une classe pauvre qui restera pauvre. Parce que vous allez faire comment pour que le fils d'un vigile ou la fille d'un vigile qui est au lycée avec vous devienne médecin demain ou ingénieur? Il ne peut pas. Il va aspirer à remplacer son papa qui est vigile. C'est tout. Donc on veut maintenir cette disparité-là. Malheureusement. Prenons quelques messages, bien sûr, de nos téléspectateurs. C'est très important. Certainement des réactions encore avec vous ce matin, mesdames, messieurs. Et nous vous disons merci de nous rester fidèles. Karine. Oui, on va prendre les messages de nos téléspectateurs sur la page Equinox TV ce matin. Un instant. Alors, il y a une possibilité d'arrêter l'alcool en envoyant la majorité dans les centres de désintoxication. Et de deux, l'effet placebo marche aussi sur plus d'un. L'alcool détruit tous les organes du corps humain, pas seulement le foie, même le spermatogène, la spermatogénèse, l'ovulation, tout en fait, pas seulement pas seulement le foie. Ça m'a rappelé. Est-ce qu'ils ont compris là? Vous voyez que les jeunes enfants d'aujourd'hui, à 35 ans, ne peuvent même plus satisfaire sa copine. Parce qu'il s'est abandonné à l'alcool. C'est très dangereux. C'est plein de... Quand nous étions petits, à tous les quartiers, il y avait des grandes plaques pour dire non à la cigarette. Mais maintenant, plus rien. Pourtant, ça faisait une grande partie pour la sensibilisation. L'État laisse faire cela, car le pays doit devenir un mouroir pour leur permettre d'égarer la jeunesse aussi. Même si on m'accuse d'avoir respiré, je ne peux pas prendre... Pensez était game pour ma défense. Rita Njani. Même en boîte de nuit, dès que je bois un faux, je sais. Quand je parle au gérant, il me gère en solo. Quand tu vois le faux whisky, tu sens le vrai whisky. Même si tu bois 10 bouteilles le lendemain, tu n'as aucun effet secondaire. Les experts en consommation. Vous avez déjà bu? Quand on est incapable de construire une école primaire, un dispensaire ou de fournir de l'eau potable, en principe, pourquoi dépenserait-on de l'énergie pour préserver la santé du peuple? Par rapport au whisky frelaté. Ne soyons pas distraits par des non-sujets. Les microbes peuvent tout simplement prendre ces voitures au lieu de venir nous déranger au quartier. Ah ben non, on va pas encourager justement ce qui se passe avec les microbes sur notre plateau. Vous savez, cher ami, on n'encourage pas. Ouais. Mais les phénomènes de ce qu'on appelle contradiction sociale font en sorte que vous arrivez à une espèce de dialectique où on ne sait pas qui commande. Lorsque vous vous fourrez, Charles Hamel le disait dernièrement, à une autre époque, il n'y avait pas les barrières que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez, donc, on pouvait imaginer, et on intervenait d'ailleurs, on voyait les gens qui étaient agressés chez eux, les passants de la rue, et ça y est, intervenaient. Aujourd'hui, quand vous érigez les barrières qui dépassent même la toiture, vous ne pouvez pas. Donc, et tout ceci, c'est sous le renouveau, il faut préciser, parce que soyez idiots, c'était absolument interdit. Parce que ces gars-là, c'était un maître. Voilà, quand on va arriver à une situation, comme c'est des parvenus, permettez l'expression, c'est eux qui iront en boîte de nuit. Ils iront dans les magasins qu'on vient de créer là. Et il y aura de plus en plus d'agresseurs, de gens affamés. Oui. Ils vont se ruer vers qui? À un moment, comme ils vont nous voir dans nos sous-quartiers, ils n'auront plus beaucoup de choses. Et en plus, si l'un des tombe entre nous, mais on va brûler avec l'essence, avec tout, ils vont se ruer vers ces bobos. Que sont devenues les fameuses voitures fabriquées à Kribi? Non, et même les tracteurs. Même les voitures made in Cameroun. C'était même prévu je pense à Limbe. Ici à Limbe, effectivement. Même si on dit, je pense bien ici à Douala, on devait avoir une usine de rassemblage. Peut-être ça viendra au même moment que les tramways. Peut-être on veut mélanger ça pour faire une fois. La République exemplaire en construction, ça viendra avec les tramways. Arrêtons les vannes. Ça, c'est très grave quand même. Je ne sais pas si on vanne les Camerounais ou les Camerounais se vannent entre eux avec les constructions justement initiées par le gouvernement camerounais. Karine, d'autres messages? Les voitures des futurs chefs traditionnels élus. Ah, d'accord. C'est ce qu'on comprendra avec les régionales. Merci à vous, merci mesdames, messieurs, merci pour l'intérêt que vous trouvez tous les jours à nous regarder sur Equinox Télévision.
Nous vous rassurons, quoi qu'il en soit, que Charles Hamel, Bombo, Karine Santia, Dominique Audry, moi-même, nous resterons toujours unis. Ouais, c'est terminé pour aujourd'hui. Je croyais que, parce que j'ai posé une question en off tout à l'heure à Charles Hamel, de savoir ce que c'était que le Bensikin. Et je pensais qu'il expliquerait aussi à... Bon, on en parlera demain. Vous voulez bien? À une chanteuse. Allez, non, on en parlera demain, je vous en prie. Charles Hamel n'a pas... Je vous en prie, on en reparle demain. C'est demain. Okay. À demain, madame, messieurs. N'oubliez pas une chose, si vous ne faites pas de la politique, elle vous fera. Donc ouvrez vos esprits, allons en politique. À demain.